Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à ce séminaire commun entre la Fondation Alzheimer et l'Espace éthique Île-de-France. Je vais co-présenter ce webinaire avec le professeur Emmanuel Hirsch, qui est le directeur de cet espace éthique, et moi-même, Philippe Amouyel, en tant que directeur de la Fondation Alzheimer. Alors, comme vous le savez, l'Agence américaine du médicament vient d'autoriser la mise sur le marché d'un médicament anti-Alzheimer. C'est le premier depuis un grand nombre d'années. Et en plus, c'est un produit qui a une action qui va contre la maladie d'Alzheimer. Néanmoins, l'arrivée d'un tout nouveau médicament de cette nature dans une maladie aussi terrible que celle de la maladie d'Alzheimer pose un certain nombre de questions, qu'elles soient cliniques, médicales, et éthique. Donc c'est pour ça qu'on a voulu, à la suite de cette annonce de la Food and Drug Administration, de l'agence américaine, mettre en place un débat pour essayer de commencer à ouvrir les discussions, à répondre à un certain nombre de questions légitimes ou peut-être moins légitimes qui peuvent se poser. Donc avec Emmanuel, on a mis autour de notre table, enfin autour de votre écran, un certain nombre de spécialistes qu'on vous présentera dans quelques instants. Emmanuel? Merci à Philippe Amouyel d'avoir ouvert cette séance. Merci à toutes les mains invisibles qui nous permettent aujourd'hui cette rencontre dans de bonnes conditions. Une rencontre avec la Fondation Alzheimer, dont on sait le point important qu'elle prend dans le domaine de la recherche et de l'information. Parce que ce qui est important dans tous ces domaines, c'est d'avoir une information. On a vu avec la Covid-19 à quel point l'information, la rigueur de l'information était quelque chose d'important dans la vie démocratique. Également, vous voyez que Distals, qui est le laboratoire d'excellence que préside Philippe Amouyel, est associé aussi à cette démarche. C'est donc une entité de recherche tout à fait importante qui réunit des spécialistes dans tous les domaines scientifiques de haut niveau, mais également avec une réflexion éthique et sociétale. Et c'est vrai que cette rencontre s'intègre aussi à la dimension communication qui est nécessaire. On voit à quel point il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de personnes qui attendent avec impatience qu'il y ait des traitements. Alors, tant mieux s'il y a des avancées, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Il y a des avancées peut-être, mais est-ce que la communication est bonne? Est-ce qu'il y a des enjeux éthiques, des enjeux sociétaux à soulever? Puis le dernier point en termes d'information comme ça générale, nous on a rajouté sur notre titre générique un traitement de la maladie d'Alzheimer, point d'interrogation. Et c'est vraiment que, et c'est pour ça que je remercie aussi Fabrice Zil, qui est directeur adjoint de l'espace éthique de la région Île-de-France et qui depuis des années travaille ces questions d'un point de vue à la fois scientifique, mais également avec une approche sociétale. C'est vrai que la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un traitement? Et ce traitement, quel est-il? Est-ce qu'il est aujourd'hui un traitement qu'on peut considérer comme fiable, comme tangible? Est-ce que dans les mois qui viennent, les personnes pourront en bénéficier? Quand on est touché par cette maladie, on voit à quel point il y a impatience à avoir des éléments, mais également, s'il n'y a pas encore un traitement, est-ce qu'il y a des avancées scientifiques? Et c'est ça qui nous intéressera aussi au niveau général de notre discussion ce soir. C'est-à-dire, est-ce qu'on marque une étape qui est significative? Qu'est-ce qu'elle représente pour chacun d'entre nous, que ce soit du côté des cliniciens, des chercheurs, des personnes malades, de leur famille? Vous voyez à quel point on est au cœur d'une question de société. Puis je termine en disant, on a beaucoup parlé de pandémie ces dernières semaines, ces derniers mois. Le professeur Philippe Amouyel a été aux avant-postes pour nous apporter, et c'était important, de l'information de qualité, une information scientifique puisée aux meilleures sources, notamment des publications internationales. On a l'impression aujourd'hui qu'on rentre un peu dans un temps où on peut reprendre des sujets qui avaient peut-être moins d'urgence pour certains que la pandémie. Et donc je trouve que c'est très très bien que ce 15 juin, on puisse aborder un autre sujet que la pandémie, tout en considérant que pour beaucoup de personnes, la maladie d'Alzheimer est aussi une forme d'épidémie. C'est-à-dire, elle a des conséquences au niveau international, elle touche des personnes souvent en situation de vulnérabilité. Voilà tous ces enjeux. Donc, bienvenue à cette rencontre. Et je redonne la parole au professeur Philippe Amouyel. Merci Emmanuel. Ce que je vous propose, c'est dans les minutes qui viennent, pour qu'on ait un peu tous le même niveau d'information, je vous ai préparé une petite vision un peu historique de ce médicament. Elle est très simplifiée, mais ça nous permettra tous d'avoir un certain nombre de repères et médicaux, et scientifiques, et temporels, pour alimenter le débat qui va suivre dans quelques instants. Je vais demander à Marion si elle peut envoyer le diaporama. Merci Marion.
Alors, juste pour faire un peu, alors c'est un bien grand mot historique hein, pour un médicament aussi jeune, de ce qu'il en est de la maladie d'Alzheimer et de ses traitements. Juste pour vous rappeler que dans notre cerveau, nous avons des outils qui sont absolument exceptionnels, qui sont nos neurones, qui malheureusement subissent certaines atteintes tout au long du temps, et en particulier dans une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer, ont été identifiées maintenant depuis 1907 deux lésions que l'on retrouve systématiquement, qui sont ici les lésions liées au peptide amyloïde que vous voyez ici en rose, qui est produit par le neurone et qui s'accumule à l'extérieur du neurone. Donc c'est le premier type de lésion. Et le deuxième type, ce sont des dégénérescences neurofibrillaires, c'est-à-dire que le neurone s'abîme, devient un petit peu rabougri, là lié à des lésions qui sont au sein du neurone, qui touchent une autre protéine qu'on appelle la protéine Tau, cette protéine qui est associée au squelette de ce neurone. Et ces deux éléments vont constituer les deux bases de la survenue de la maladie d'Alzheimer. Très concrètement, les mécanismes sont assez complexes et on se pose un certain nombre de questions sur les processus qui amènent à développer une maladie d'Alzheimer. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que les deux protéines qu'on a vues, d'une part la protéine amyloïde qui est dans les plaques à l'extérieur des neurones et la protéine Tau qui est dans les neurones, vont avoir des évolutions qui sont telles que, et on pense à partir des données de la génétique que c'est l'événement amyloïde qui est le premier entre en jeu, ce peptide amyloïde va s'accumuler sous forme simple, puis ensuite sous forme regroupée, et on pense qu'aujourd'hui, ces formes-là, qui sont circulantes, ont un aspect un peu plus toxique, puis ensuite, elles vont s'agréger pour s'accumuler au sein des plaques. Parallèlement à ça, la protéine Tau, elle, va se mettre aussi sous forme d'oligomère, et on pense aujourd'hui, mais ce n'est qu'une hypothèse, que ces deux processus vont se déclencher avec une séquence particulière dans le temps, c'est-à-dire que ce sont d'abord ces anomalies amyloïdes qui vont se mettre en place, puis ces monomères et ces oligomères vont avoir tendance, par des mécanismes qu'on connaît très mal actuellement, à modifier cette protéine Tau pour l'amener à s'agréger, pour l'amener à se diffuser. Donc une évolution en deux temps, avec ce qu'on pense être aujourd'hui une phase initiale, très précoce, et une deuxième phase qui ensuite, on pense aujourd'hui, se développe par elle-même sans nécessairement être proportionnelle à la première. Donc voilà un peu les grands enjeux de ces mécanismes que l'on connaît aujourd'hui. Alors, pour toucher de manière, entre guillemets, curative, d'avoir un traitement qui va modifier la maladie, on s'est intéressé tout d'abord, essentiellement depuis les années 2000, à découvrir des molécules qui permettraient de bloquer ce fameux peptide amyloïde qui s'accumule dans les plaques de manière assez précoce. Ce sont des travaux de quelqu'un qui s'appelait Schenk, qui a publié ça en particulier sur des souris et qui a montré que quand on nettoyait, entre guillemets, le cerveau de souris de ce peptide, on améliorait son fonctionnement cognitif. À partir de là, au cours des 20 dernières années, on a vu énormément de produits sortir. Là, j'ai pris les quelques dernières molécules qui visaient à chaque fois soit les agrégats, c'est-à-dire les plaques, soit les monomères ou les oligomères. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez toute une liste de médicaments qui sont sur le même modèle finalement que celui qui vient d'être accepté, c'est-à-dire des anticorps, c'est-à-dire des biothérapies qui vont aller essayer de cibler précisément le peptide amyloïde et de le neutraliser, qui ont malheureusement fait l'objet d'essais dont la plupart ont été, comme vous pouvez le voir, abandonnés ou sont encore en cours de test. L'aducanumab, qui est le produit qui vient d'être mis sur le marché aux États-Unis, a une particularité, c'est qu'il a une action extrêmement puissante sur les agrégats, bien plus que sur les monomères, qui fait en pratique son originalité. Pourquoi ? Parce que quand on regarde le schéma que je vous ai montré il y a quelques instants, il va agir bien sûr sur les monomères, sur les oligomères, sur les agrégats, et ce de manière assez importante, et cet effet, on le pense, va venir également contrecarrer cet effet qu'il peut y avoir sur cette fameuse protéine Tau qui va entraîner la dégénérescence neurofibrillaire. Donc par rapport aux autres médicaments qu'on vient de voir à l'instant, il a cet avantage d'une plus grande efficacité contre ces formes de type oligomérique. Et en effet, lorsque l'on regarde les résultats des premiers essais cliniques, on s'aperçoit que lorsque l'on délivre ce médicament, vous avez ici le médicament et son effet sur la charge amyloïde soluble et insoluble dans une partie du cerveau où naît la maladie d'Alzheimer qui est l'hippocampe. Vous voyez que plus la dose augmente, plus la quantité de cette protéine amyloïde, qu'elle soit soluble ou insoluble, a tendance à diminuer.
Plus intéressant encore, c'est lorsque l'on peut visualiser en fait la charge amyloïde grâce à un système d'imagerie par caméra, par émission de par densitométrie par émission de positons, avec un produit qui va marquer l'amyloïde. Là, vous avez ici les personnes au début de l'étude et un an après, celles qui reçoivent un placebo puis la dose croissante. L'image s'interprète comme plus l'image est bleue, moins il y a de charge amyloïde. Et vous voyez que par rapport au point de départ, avec 10 mg, on a une image où visiblement cette protéine amyloïde est clairement éliminée par ce produit, et ce, dans un mode effet dose, puisque plus on augmente la dose, plus l'effet paraît important. Alors, une fois qu'on a ces éléments, il faut réaliser des essais d'efficacité. C'est ce qu'on appelle les essais cliniques de phase 3, où on va tirer au hasard des patients qui vont recevoir, sans le savoir, soit un placebo, soit le médicament. Le choix qui a été fait de la durée, c'est sur 18 mois, dans le cadre des études sur l'aducanumab. 2 études indépendantes de phase 3 ont été réalisées dans 20 pays avec 348 sites de recrutement. C'est les études 301 et 302, on y reviendra. Les patients qui étaient enregistrés, qui étaient recrutés dans cette étude, c'était des patients atteints de maladie d'Alzheimer à un stade précoce, c'est-à-dire avec des atteintes légères des fonctions cognitives, ou alors avec un Alzheimer léger, avec des MMS, pour simplifier, supérieurs à 24, et qui présentaient aux examens de PET amyloïde en particulier une charge amyloïde, comme on a pu le voir il y a quelques instants. Dans ces essais, on a randomisé 2 doses. Vous avez vu qu'il y avait un effet plus ou moins fort. Plus on augmente la dose sur un médicament actif, plus on a tendance à augmenter les événements indésirables. Et là, donc, 2 doses ont été testées, une dose basse et une dose élevée. On a pris un critère de jugement principal qui est un critère clinique, c'est-à-dire une échelle de démence, pour mesurer cette démence dans un aspect clinique, qui a été mesuré à 18 mois. C'est le critère principal. Et d'autres critères de jugement secondaire, des tests classiques, MMSE, ADAS-Cog et autres, ont été utilisés également, et également d'autres études sur ces programmes ont été faites sur l'évolution de l'imagerie par amyloïde, par taux également, sur les marqueurs du liquide céphalorachide. Alors là, c'est un grand tableau qui veut juste vous montrer que sur les 2 études, la 301, dont le nom de code, le nom de baptême était Engage, et la 302 Emerge, vous voyez en fait ici la distribution de toutes les variables qui peuvent modifier, c'est-à-dire l'âge, le sexe, l'origine ethnique, le niveau d'éducation, les médicaments éventuellement utilisés, le fameux gène de l'ApoE4, le niveau clinique et les échelles bien sûr de démence, la CDR et le MLSE. Et vous voyez que ce soit les placebos, que ce soit les doses basses ou élevées, que ce soit dans l'étude Engage ou Emerge, on a une population qui est très bien randomisée et qui montre que apparemment la distribution est strictement identique, et que la randomisation, qui fait qu'on n'influence pas les biais en fonction du recrutement, a bien été réalisée. Entre deux, quand on programme une étude de cette importance, qui va durer un certain nombre d'années et qui va avoir un coût non négligeable, on réalise, avant la fin de l'étude, un certain nombre d'analyses que l'on appelle analyses intermédiaires. Et dans ce programme, le laboratoire avait prévu, dans ses essais de phase 3, de réaliser ce qu'on appelle des analyses de futilité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une analyse de futilité? C'est une analyse qu'on réalise pendant le déroulement de l'étude afin d'estimer la probabilité de cette étude d'atteindre son critère d'évaluation principal. Pour le dire plus simplement, l'idée est de se dire que si, à mi-parcours de l'étude, on s'aperçoit que l'évolution n'est pas suffisante pour espérer un résultat à la fin de l'étude, pour des économies essentiellement, pour des points économiques et pour la surcharge des patients, on s'engage à ce moment-là, arrêter l'étude si les critères ne sont pas atteints. Donc, une hypothèse a priori a été mesurée début 2019 en fonction des résultats déjà obtenus sur la base, alors je ne rentre pas dans les détails, d'un critère statistique de puissance conditionnelle qui devait être supérieur à 20%. Et si ce critère n'était pas atteint, on amenait l'arrêt de l'étude. Donc, a été publié en mars 2019 les résultats de cette étude, et on s'est rendu compte que ce soit l'étude Engage ou l'étude Emerge, vous avez ici les pourcentages de différence de la CDR avec le placebo. Bon, Engage, c'est plus 15%, Emerge, moins 18%, donc il y a une baisse importante. On s'aperçoit que la puissance conditionnelle n'atteint pas 20%, elle est de 0 et de 12%, et donc le critère de futilité est atteint. La conclusion qui s'est imposée à ce moment-là, c'est l'arrêt des études qui a été annoncé en mars 2019, à la grande déception de l'ensemble du monde médical et des patients. Puis, le 22 octobre 2019, le laboratoire relance le processus d'approbation de l'aducanumab par la FDA en indiquant que
Une nouvelle analyse d'un ensemble de données plus vaste montre que le médicament réduit le déclin clinique chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer au stade précoce quand les doses plus élevées sont données. Alors, si on regarde bien ce qui se passe, au cours de l'étude de futilité, on a fait une dose à 10 mg, qui est la dose élevée, mais vous voyez, pour que le patient n'ait pas trop d'effets indésirables, on réalise ce qu'on appelle une titration, c'est-à-dire qu'on monte très progressivement la dose injectée afin d'atteindre le plateau de 10 mg. Et vous voyez qu'il a fallu 24 semaines pour arriver à la dose active. Or, quand vous faites une analyse à mi-chemin et que vous avez déjà 6 mois pendant lesquels le patient n'a pas réellement été à la dose maximale, on peut se poser la question si ça ne vaut pas le coup de regarder ce qui se passe un peu après quand même lorsque le patient a la dose attendue maximale sur une durée plus longue. C'est donc ce qui a été fait. Et dans l'étude Emerge, a été observé dans ces conditions une baisse de 22% de l'échelle et du critère principal à 78 semaines avec cette dose élevée. Donc vous avez ici le groupe à basse dose, une baisse de moins 15%, non significative. Le groupe à dose élevée, moins 22%, là avec une différence significative par rapport au placebo. Donc une baisse de 22% du critère principal, c'est-à-dire un ralentissement concrètement du déclin cognitif. Le seul problème, je vous rappelle qu'il y avait deux études, il y a l'étude Emerge, et puis il y avait une deuxième étude jumelle avec les mêmes conditions qu'on a vues, mais qui est l'étude Engage. Là, malheureusement, on s'aperçoit que sur le critère principal, on n'a pas l'effet qu'on observe dans Emerge. Sur les critères de MMS, qui sont les critères secondaires, on n'observe pas d'effet non plus. D'où la question se pose à ce moment-là de savoir si finalement, bien qu'on ait un effet biologique que l'on retrouve dans les deux études, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'une étude semble avoir un résultat cliniquement positif et l'autre ne semble pas avoir de résultat. Alors, des analyses approfondies ont été faites pour expliquer cette différence, mais là encore, dans le cadre d'un essai clinique, généralement, on fait ces hypothèses la plupart du temps a priori. Autre élément important sont les effets indésirables. On est à la dose maximale, 10 mg par kilo. Vous avez ici leur répartition et leur comparaison par rapport au placebo. Ce qu'on appelle les ARIA, c'est une anomalie, enfin, un effet indésirable que l'on a lorsqu'on utilise ces biothérapies, en particulier des phénomènes qui sont liés à la réaction inflammatoire que va déclencher le médicament pour éliminer ce peptide qui va entraîner un certain nombre de troubles qui peuvent être relativement graves. On s'aperçoit qu'avec le traitement, 35%, 3% avec le placebo. On a d'autres effets indésirables qui sont des céphalées, qui sont des formes particulières de ces ARIA, des chutes, une sidérose superficielle, là encore des effets importants, des diarrhées, et ces éléments ont justifié des arrêts de traitement dans 4% du groupe placebo, mais dans le double des cas du groupe sous aducanumab. Tout ça pour dire que, comme c'est un médicament actif, les médicaments actifs ont des effets indésirables, donc ces effets indésirables sont à prendre en compte dans la prise en charge des patients. On va probablement réaliser ce qu'on appelle une titration au moment où on donne le médicament, puis ensuite une surveillance régulière par imagerie cérébrale, en particulier par IRM, pour voir si ces symptômes apparaissent pour, le cas échéant, moduler la prise en charge. Finalement, l'examen par la FDA a reçu un bon accueil le 4 novembre 2020 et l'information permettait d'espérer une approbation et une mise sur le marché en mars 2021. En revanche, le 6 novembre, l'agence américaine, dans ses habitudes, présente le dossier à un comité consultatif d'experts indépendants. C'est un avis consultatif, comme c'est indiqué, et qui, lui, à sa grande majorité, donne un avis défavorable à la mise sur le marché du médicament, après des doutes sur la pertinence des résultats des études cliniques, en particulier les différences qu'il y a entre les deux études, qui normalement étaient des études de même nature. Et lundi, on a donc appris le 7 juin, lundi dernier, que l'annonce de la mise sur le marché conditionnelle par la FDA, donc sur le territoire des États-Unis, pour l'aducanumab. Donc c'est une autorisation de mise sur le marché qui concerne les États-Unis. Il faut bien noter que c'est quand même la première AMM qui est donnée pour un effet biologique. L'effet biologique a bien été confirmé, on l'a vu. En revanche, pour l'effet clinique, il y avait un certain nombre de divergences. C'est pour ça que l'agence a demandé une AMM conditionnelle et a demandé au laboratoire de mener un essai post-commercialisation pour confirmer que le médicament améliore bien la cognition. Le laboratoire a jusqu'à 9 ans pour terminer cet essai.
Alors maintenant qu'il va passer sur le marché, on a des coûts estimés du traitement. Pour un patient de corpulence moyenne, je vous rappelle que c'est une dose par kilo de poids, on l'estime à 56 000 $ par an. Il va falloir surveiller les effets indésirables de l'imagerie. Et en cours, actuellement, c'est examiné à l'Agence européenne du médicament. Voilà un peu ce que je voulais vous dire à titre d'introduction pour vous présenter en quelque sorte les bases de la discussion qui va suivre avec les principaux faits marquants qui ont émaillé le développement de ce produit. Je vous remercie de votre attention. Fort de cette intervention, nous allons maintenant commencer le débat. Alors, on a réussi à avoir un plateau de spécialistes de ce domaine. Alors, bien sûr, il y a Emmanuel Hirsch qui s'était joint avec moi et je vais leur demander tous de venir monter sur la scène pour commencer à entamer la discussion. Donc, bien sûr, Emmanuel, si tu peux te brancher, Fabrice Xil. Donc, Fabrice Xil est directeur adjoint de l'espace de réflexion éthique. On a Madame Catherine Olivet, qui est vice-présidente fondatrice de France Alzheimer dans le 93. Le professeur Emmanuel Hirsch, s'il peut revenir sur scène. Je vais donc appeler le professeur Audrey Gabel, qui est professeur de neurologie au CHU de Montpellier, qui est présidente des centres Mémoire de France. Le professeur David Wallon, je vous demanderai de couper vos micros si c'est possible quand vous ne parlez pas, parce qu'on a, voilà, merci David, on a un petit écho. Donc le professeur David Wallon, qui est professeur de neurologie, qui est directeur du centre mémoire de Rouen. Et donc, il ne nous manque plus que Emmanuel Hirsch, qui devrait être là, et Audrey Gabel, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre, sauf s'ils ont des petits problèmes de connexion. Alors, en ce qui concerne les questions, l'idée est que... on a un partage d'écran, là. Emmanuel. Voilà. Que vous puissiez poser vos questions au travers de l'onglet questions. L'onglet chat est neutralisé, il sert au modérateur à communiquer. En revanche, vous avez un onglet questions dans lequel vous pouvez poser toutes les questions que vous voudrez. Voilà, on a déjà un certain nombre de questions qui sont là, mais ce que je vous propose, c'est que l'on commence à entendre nos différents intervenants et qu'ensuite on regroupe ces questions sur la fin au moment de notre débat. Je vais demander donc à Catherine Olivet si elle peut intervenir. Voilà, Audrey Gabel, bonjour, bienvenue. Bonjour, désolé du petit problème de connexion. Je t'en prie. Catherine. Bonsoir à tous et merci tout d'abord aux organisateurs. Je sais bien que ça fait très jeune fille de bonne famille que de remercier les organisateurs, mais je trouve qu'ils ont été quand même très courageux de penser qu'il était bien de me donner la parole ce soir. Avant de commencer, j'aimerais quand même vous dire d'où je vous parle. Ça me paraît important pour comprendre le sens de mes mots. J'ai rencontré la maladie d'Alzheimer dans les yeux de ma maman il y a 40 ans. Elle est morte il y a 34 ans d'une forme précoce, à une époque où le diagnostic différentiel n'existait pas et où l'annonce diagnostique était si tardive qu'aucune famille ne pouvait douter qu'elle était confrontée à une maladie grave et inexorable. Les choses étaient relativement simples à l'époque, et ça a duré quelques années, ni espoir, ni désespoir d'espoir déçu. Il s'agissait seulement de faire face, chacun avec les moyens du bord. Depuis plus de 30 ans, j'ai accompagné, et je le fais d'ailleurs toujours, j'ai accompagné bénévolement et directement des milliers de familles, ce qui m'autorise à vous dire d'abord qu'il me semblerait parfaitement grotesque de ma part de vous dire que je connais le point de vue du malade et de sa famille. Je n'ai rencontré que des personnes malades diverses, accompagnées par des familles tout aussi diverses.
tous pourtant frappés par une maladie neuroévolutive, s'exprimant par des symptômes divers. Une maladie identifiée le plus souvent dans la bouche des familles par « le docteur nous a dit que c'était un genre d'Alzheimer », comme si le mot « genre » allait atténuer la violence de l'annonce. Face à toutes ces variables et incertitudes, j'ai 3 petites certitudes. Tous les malades capables de se savoir malades et toutes les familles qui en sont proches ne rêvent, j'utilise le mot rêve, que d'une seule chose, le médicament miracle qui pourra guérir de la maladie au sens premier du mot, c'est-à-dire qui en fera disparaître les conséquences. Elles me disent dans un souffle qu'ils redeviennent comme avant. Moi-même, d'ailleurs, dans le cadre de l'Alzheimer, je ne rêve que d'une seule chose. Alors, à titre personnel, j'ai effectivement d'autres rêves. Mais à titre de France Alzheimer, j'ai un rêve aussi, pouvoir dissoudre l'association France Alzheimer de Seine-Saint-Denis, parce qu'il n'y aura plus de malades et donc plus d'aidants familiaux dans des détresses terribles à informer, accompagner et soutenir. La deuxième certitude, c'est que certains malades et leurs familles plus raisonnables, mieux informés, rêvent au moins du médicament miracle qui sera capable d'en stopper toute aggravation au nom du principe fondamental de l'espérance réaliste lorsqu'on est confronté à l'adversité. Pour le moment, je tiens le coup. Et puis, ma troisième petite certitude, c'est que parmi les non directement concernés dans le grand public, heureusement, ce sont les plus nombreux, chacun rêve du médicament préventif efficace pour que jamais ni lui, ni ses proches ne soient frappés tant cette maladie lui fait peur. Depuis l'apparition de la tacrine en 1994, j'ai ainsi accompagné les familles dans leurs rêves, leurs espoirs et leurs désespoirs. Face à l'immense complexité de la recherche médicale aujourd'hui, ces arcanes, terminologies et acronymes abscons, quelques suggestions me semblent pourtant demeurer immuables depuis 30 ans. La clarté et la qualité de l'annonce du diagnostic est due à tous. L'usage fréquent de l'expression au début d'une démarche diagnostique, une maladie d'Alzheimer probable, c'est l'expression qui est souvent utilisée avec les malades et les proches. Cette expression aura des conséquences. Le plus souvent, le malade entendra Alzheimer et son proche entendra probable, ou exactement l'inverse. Mais de toute manière, cette nuance légitime de l'incertitude va générer un malentendu qui s'inscrira immédiatement dans la relation entre les deux, le patient et son proche, chacun pouvant se prévaloir que c'est le docteur qui l'a dit. Quelles explications allez-vous donner? Quels mots allez-vous choisir pour annoncer un diagnostic précoce, voire asymptomatique, donc en situation d'incertitude, mais pouvant potentiellement ouvrir le droit d'accès à ce nouveau traitement? Quelles explications allez-vous donner? Quels mots allez-vous choisir pour obtenir l'accord éclairé du malade à recevoir ce nouveau traitement au bénéfice, vous l'avez dit vous-même, incertain et aux effets secondaires non négligeables? Pour les anciens comme moi, vous me pardonnerez, l'expérience tacrine est extrêmement éclairante. J'ai entendu à l'époque, je ne vous parle pas de propos racontés et encore moins de réseaux sociaux qui n'existaient pas. J'ai entendu à l'époque des médecins me dire « j'ai écrit sur le dossier médical
maladie d'Alzheimer pour pouvoir faire une ordonnance de Tacrine. Je ne suis pas certaine du tout, certain du tout que c'est une maladie d'Alzheimer, mais si le traitement peut faire quelque chose, pourquoi ne pas essayer? En matière de recherche et en éthique, ça s'appelle de la recherche sauvage. Quelles explications allez-vous donner? Quels mots allez-vous choisir pour obtenir l'engagement du proche aidant qui sera nécessairement engagé pour soutenir l'engagement du malade dans les contraintes et la continuité de son traitement mensuel, mais aussi chargé de la surveillance des éventuels effets secondaires annoncés? Comment allez-vous réagir lorsque le malade et son proche n'auront pas la même appréciation des bénéfices potentiels et des risques encourus? Professionnels et familles, nous partageons une réaction assez commune dans ce genre de situation. Lorsque le malade réagit comme nous l'espérons, il est d'évidence que son accord est éclairé et que cet accord éclairé prévaut sur l'opinion de la famille. Lorsqu'il ne réagit pas tout à fait comme nous le souhaitons, alors son jugement est peut-être perturbé par le stress, mais ça ne remet pas en cause son accord éclairé. Et puis, si son opposition est par trop puissante, alors c'est évident, il est dément. Quelles explications allez-vous donner, quels mots allez-vous choisir pour faire adhérer la société d'aujourd'hui au coût très élevé de ce traitement, coût qui a déjà été annoncé dans les médias avec l'annonce de la décision américaine? Allez-vous parler du quoi qu'il en coûte, du trou de la Sécu ou des besoins immenses de financement de l'hôpital? Allez-vous parler du tri des malades, ceux qui auront droit et ceux qui en seront exclus, sans oublier le danger médiatisé des thérapies géniques? On en a vu les conséquences dans le vaccin Covid, avec le vaccin Covid. Et puis, que ferez-vous de l'inévitable? Les labos s'en fichent plein les poches. Quelles explications allez-vous donner? Quels mots allez-vous choisir pour accompagner la déception et le sentiment d'abandon et de leur famille chaque fois que le coup près de non-inclusion pour ce nouveau traitement tombera? Et enfin, quelles explications allez-vous donner? Quels mots allez-vous choisir pour entretenir malgré tout un espoir raisonnable à court et à moyen terme pour les malades et les familles d'aujourd'hui? Ces personnes qui viennent d'entendre un diagnostic, mais trop tard pour les critères de sélection du traitement, et celles qui sont déjà dans l'inexorable aggravation. L'annonce diagnostique d'une maladie grave est le lourd privilège du médecin. Et pourtant, il me semble que trop peu s'y préparent en travaillant sur le choix et le sens de leurs mots. Alors, je vous propose d'afficher près de vous cette phrase de Bernard Werber dans l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu qui date de 1993, ça nous paraît ça. Gardez-la près de vous. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Je voulais juste me permettre une intervention pour remercier Catherine Olivet d'ouvrir notre rencontre avec ces mots et avec cette intensité. C'est une réunion, à mon avis, et je pense que les intervenants qui vont suivre seront au diapason de ce qu'a exprimé Catherine Olivet. Au cœur de notre préoccupation, c'est la personne malade, c'est ceux qui sont à ses côtés, mais c'est aussi une communauté scientifique qui se mobilise. Et voilà, je trouve que dans ce qu'a dit Catherine Olivet, et je l'ai entendu dans une réunion il y a quelques mois quand David Vallon nous disait aussi son désespoir quand une firme pharmaceutique a du jour au lendemain interrompu en essai tant il y a d'investissement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du côté des personnes malades et de l'autre côté la communauté scientifique.
Et je me permettais donc de dire à quel point j'ai trouvé d'une justesse, on y est habitué, Catherine Olivet a toujours une grande justesse, une profondeur, mais également de dire que la déception aussi doit être prise en compte quand il y a de l'espoir. C'est pour ça que cette rencontre est une rencontre importante. Je redonne la parole à Philippe, mais je ne voulais pas ne pas intervenir pour dire à quel point on est dans le juste quand on touche avec ces mots, avec cette qualité d'attention, un sujet qui est aussi compliqué, c'est un sujet d'humanité qui touche à nos valeurs. Et merci à Catherine d'avoir soutenu ces propos introductifs. Tout ce qui va suivre va être teinté de cette dimension éthique qui est olivetienne. Merci Catherine, merci Emmanuel. Juste un point, on a déjà une série de questions, on est un petit peu en avance sur notre horaire. Je vous propose qu'on réponde à certaines de ces questions qui sont parfois ponctuelles. D'autres vont relever des objets qu'on va voir par la suite. Une question, est-ce que le médicament est hors d'atteinte en France? Pour qu'un médicament soit prescrit en France, il faut qu'il y ait d'abord un avis de l'Agence européenne du médicament, puis un avis de l'Agence nationale de santé et du médicament, des produits de santé et du médicament. Voilà, donc on n'en est pas encore là, il va falloir attendre ces avis. Une autre question concerne en particulier, alors c'est quelque chose de très précis que je n'ai pas signalé. On demande on dit qu'il y a plus d'effets indésirables chez les sujets qui sont ApoE4 que chez ceux qui ne sont pas ApoE4. Je vous rappelle que l'ApoE4 est un facteur de susceptibilité individuelle qui augmente le risque de maladie d'Alzheimer. En effet, les personnes qui ont l'ApoE4 ont par rapport au placebo 43% d'effets indésirables en plus contre 2% dans le placebo, et ceux qui ne sont pas ApoE4 sont à 20% contre 3,9% dans le groupe placebo. Oui, en effet, il y a un lien. Une autre question qui est importante, mais je pense qu'elle sera rediscutée, peut-être que Audrey ou David pourraient répondre. Pourquoi ces études sont faites à des stades précoces de la maladie? Qu'en est-il pour les patients à des stades avancés? David, Audrey, si vous voulez intervenir là-dessus. Je peux intervenir si vous me l'autorisez. L'idée, non, c'est en fait ce qu'il faut considérer, c'est que on arrive là à une étape clé dans le processus d'identification d'un nouveau traitement, mais il y a une historique. Il y a une historique qui est forte de plusieurs années d'essais cliniques. On a essayé différentes stratégies et bien entendu, dans les premiers essais cliniques qui ont été proposés sur la voie physiopathologique que propose l'aducanumab, cela a été testé auparavant chez les patients plus sévères dans l'évolution de leur maladie. Et dans tous les essais qui ont été menés jusqu'alors, il a été identifié qu'il n'y avait pas d'effet bénéfique du traitement, que les effets indésirables pouvaient être présents et qu'il n'y avait pas d'effet positif. Ce qui a amené à se poser la question, ce qui a amené à se poser deux questions finalement. Un, est-ce que la cible est la bonne? En gros, est-ce que la voie physiopathologique qui est ciblée, donc pour faire très simple, comme vous l'avez montré, Philippe, c'est le peptide amyloïde, est-ce que c'est la bonne cible? Et si c'est la bonne, est-ce que c'est le bon timing? Et donc pour l'instant, il a été considéré, et on a plusieurs arguments pour le faire, que la voie physiopathologique reste valable, reste la bonne, mais que c'était un problème de timing. Et donc du coup, tous les essais cliniques ont progressivement évolué vers des phases plus précoces. Et donc là, on en parle beaucoup, comme si on avait commencé d'abord par s'intéresser aux phases précoces, ce qui n'est pas le cas. Les phases plus tardives ont été testées, et il va probablement falloir agir par d'autres voies physiopathologiques, et c'est déjà en cours aussi. On en parle moins parce qu'on n'a pas d'éléments aussi probants, mais il y a des essais cliniques dans ce côté-là. Et non, on n'abandonne absolument pas les autres phases de la maladie. Merci. Je vous propose là pour reprendre on répondra aux autres questions. On vous répondra à toutes les questions qui sont posées actuellement dans l'onglet questions. Je vais donc passer maintenant la parole au professeur Audrey Gabel qui va nous parler des enjeux médicaux de l'aducanumab. Audrey. Alors déjà, merci beaucoup pour cette invitation et en effet pour le courage de parler d'un sujet qui est quand même très potentiellement conflictuel. Et surtout de bien noter la place importante, essentielle, majeure. Tout ce qui sera fait doit être fait pour les patients et pour les familles. Et je pense que c'est un espoir important, un espoir vraiment qui relance toute une communauté, qui relance une espérance pour les patients et pour leurs familles. Il faudra bien sûr être là pour eux
en cas de désespérance. Les questions que posait Dans ce type de dilemme, c'est l'éthique qui est sollicitée. C'est que les scientifiques ont du mal à arbitrer une grande rupture Internet. Moi, je propose, si vous êtes d'accord, Oui, je suis désolée, j'ai plein de problèmes de connexion. Mais du coup, les questions que posait Catherine sur le consentement, sur comment on présente, entre guillemets, le risque et les bénéfices, ça fait quand même plusieurs années avec les essais thérapeutiques que ces questions ont pas forcément été toutes répondues, mais en tout cas, qu'il y a eu déjà des efforts qui ont été faits pour appréhender mieux le consentement, les effets sur le risque, les effets de participer à ce type de protocole. Donc, on pourra quand même se baser sur le travail des CMRR et des consultations mémoire dans le cadre de ces essais pour pouvoir diffuser ce type de protocolisation potentielle, même si je pense en effet il reste encore du travail pour que les personnes comprennent de façon la plus stricte possible les enjeux de ce type de traitement et les risques. Mais là, l'espoir, il est très important et moi, je souhaiterais saluer vraiment la décision de la FDA. Il y a certainement plein de problématiques et de choses qui ne sont pas résolues, mais ça a le mérite de remettre la maladie d'Alzheimer à sa place, une maladie grave, avec une issue fatale, des conséquences dramatiques pour les patients et pour leurs familles et pour l'ensemble de la société. Et je pense que de focaliser et de mettre à disposition un traitement qui sera en effet après réévalué, évalué, où on doit affiner les critères, les enjeux, et ils auront plusieurs années pour le faire. Mais en tout cas, il y a, je pense, une décision qui est aussi une décision d'importance de la maladie d'Alzheimer en termes d'enjeux de santé publique et d'enjeux de maladie. Et rien que pour ça, je pense que c'est très important qu'il y ait eu ce choix. Après, bien évidemment, tout peut être discuté par rapport à la cible amyloïde. Et encore, ces traitements, on l'a vu dans les différentes études, pour le coup, on est sûr qu'ils atteignent la cible et qu'ils ont un effet important sur les lésions amyloïdes. Il y a un effet dose aussi important sur ces aspects de lésions et un peu sur la cognition. Bien évidemment, on s'attend tous à un traitement miracle, c'est-à-dire une pilule ou une perfusion ou un vaccin qui va permettre de revenir comme avant. Probablement qu'il faudra encore plusieurs années pour peut-être faire des bithérapies, peut-être faire associer avec de la prévention multimodale non pharmacologique pour pouvoir atteindre ces possibilités-là sur des maladies chroniques qui en fait se développent de nombreuses années avant qu'apparaissent les signes cliniques et le retentissement au quotidien. Donc oui, on ne peut pas parler de pilule miracle, mais c'est un effort et un espoir important, même si il n'y a pas encore d'accès en France. J'espère que nous ne serons pas les derniers à pouvoir proposer à des patients ciblés qui auront bien compris les enjeux, parce qu'on aura peut-être su leur expliquer, je l'espère, et qui pourront bénéficier de ce type de traitement. Parce que les patients qu'on a vus dans les essais thérapeutiques, certains étaient plus répondeurs que d'autres à ce type de traitement aussi. Et donc, ce serait dommage que pour des raisons, entre guillemets, de moyenne, il y ait des patients qui ne puissent pas bénéficier de ces traitements-là pour lesquels ils y voient un effet beaucoup plus important que ce qu'on observe sur les études en termes de cognition. Et à l'inverse, je pense qu'il faudra être très rigoureux pour l'inclusion, le suivi, l'analyse des effets secondaires et aussi pouvoir peut-être, et on aura peut-être un peu plus de temps, déterminer des profils de patients répondeurs à ces traitements-là versus ceux qui sont peut-être un petit peu moins et qui auraient plus de risques à rentrer
dans ce type d'études. Donc, moi, je trouve ça très positif et c'est vrai que la saga Alzheimer et la saga des traitements dans l'Alzheimer a toujours été avec des hauts et des bas et on est quand même plutôt pessimiste quand même globalement en France. Pour une fois qu'il y a au moins un traitement, alors c'est pas encore en France, on est d'accord, mais on l'espère et je pense qu'il y a beaucoup dans la communauté qui travaillent pour cela. Ici, ça n'arrive pas tout de suite, mais en tout cas, c'est déjà un espoir pour les familles en termes de thérapeutique. Et cette thérapeutique, elle va aussi changer l'image de la maladie, même si ce ne sera pas pour tout le monde, on est d'accord, même s'il y aura des choix à faire, il faudra expliquer ces choix et qu'on sera devant des choix éthiques d'équité d'accès à telle et telle thérapeutique ou à tel et tel diagnostic, mais ça fera probablement progresser aussi les enjeux en termes de diagnostic précoce et d'identification des personnes qui ont vraiment les lésions de la maladie. Parce que cette entrée de traitement, c'est finalement plutôt le début que la fin d'un processus. Ça veut dire aussi qu'il faudra être en mesure maintenant de pouvoir diagnostiquer de manière encore plus précise les troubles et on ne sera plus comme à l'époque où on dira voilà, c'est peut-être ou c'est un genre de maladie d'Alzheimer. Il faudra des biomarqueurs en termes de diagnostic pour être sûr que les patients ont les lésions au niveau cérébral. Et donc, ça va aussi changer la vision du diagnostic et de l'intervention précoce dans ce type de maladie. Et peut-être que ça, déjà, c'est un pas important pour l'ensemble de la communauté et pour les patients et les familles d'essayer de faire changer aussi cette image de « il n'y a rien à faire dans la maladie d'Alzheimer ». Merci Audrey. Rapidement, on va prendre une ou deux questions. Alors, il y a une question très technique qui demande, voilà, j'ai été surpris de ne pas avoir pris en compte les populations africaines ou afro-américaines dans les ethnies étudiées. Alors, en effet, il y a un certain pourcentage de populations dites caucasiennes, de populations asiatiques. Une réponse là-dessus, Audrey ou David? Problème de recrutement, problème de centre de recrutement? Je ne sais pas si tu veux répondre, André. C'est commun à plusieurs études. Alors, il faudrait voir exactement les populations qui ont été étudiées aux États-Unis, puisqu'il y a quand même une part de population africaine et, on va dire, afro-américaine qui peut prendre part aux essais. Ça, c'est fréquent. Par contre, la mise en place de centres d'inclusion en Afrique est compliquée par le fait que l'équipement nécessaire pour mener ces essais cliniques est pour l'instant limité. Donc c'est clairement une situation qui reste problématique et qui ne l'est pas spécifiquement par rapport à ce traitement, ni même par rapport à cette maladie. C'est bien souvent une question qui reste posée, de pouvoir disposer de données scientifiques et médicales sur la totalité des différentes groupes ethniques sur le globe. Et malheureusement, on sait que ce n'est pas le cas. Donc c'est une question très pertinente à laquelle on n'a pas une réponse complète. On se base souvent sur des populations d'ethnie, par exemple africaines, au sein d'autres populations. Et on extrapole les données. Une autre question, toujours, a-t-on une idée de la fraction du produit aducanumab qui pénètre la barrière hémato-encéphalique? C'est-à-dire, comme on l'injecte dans le sang circulant, quelle est la partie, la proportion de molécules qui arrivent dans le cerveau? Je n'ai pas la réponse exactement pour l'aducanumab. Je ne sais pas si toi, Audrey, tu as plus de données. Non, mais c'est de quelques pourcents en fait. Et généralement de quelques pourcents, oui. L'idée, c'est pas un phénomène d'activation de pompe, puisque globalement, les anticorps pénètrent pas la barrière hémato-encéphalique et n'ont pas un effet majeur directement en intracrânien, en intraparenchymateux. À l'inverse, ils ont un effet périphérique qui est quantifiable. Et donc, du coup, c'est vraisemblablement par les flux, c'est-à-dire ce qui vient du cerveau vers le système circulant, le système sanguin, et les anticorps agissent à ce niveau-là et au niveau de la paroi pour en retirer progressivement la molécule cible, qui est donc le peptide amyloïde. Une question pour Audrey. Est-ce qu'on peut comparer
ce médicament, l'aducanumab, à l'Aricept et à ses équivalents? Quelles sont les différences espérées à ce stade? Alors non, c'est pas vraiment comparable en termes de mécanisme, du coup, puisque là, tout ce qui était Aricept ou traitement symptomatique visait à moduler plutôt l'acétylcholine, qui était la molécule, le neurotransmetteur entre les neurones. L'aspect là de l'immunothérapie vise une des cibles majeures de la maladie, qui sont les plaques amyloïdes, et en particulier pour le mécanisme de l'aducanumab, à la fois les molécules toxiques et les débuts de fibrille d'amyloïdes. Après, en termes d'implication, il n'y avait pas à l'époque, ou pas trop, ça s'est fait un peu secondairement, d'études analysant l'impact des traitements symptomatiques sur les biomarqueurs de la maladie, c'est-à-dire par exemple sur l'atrophie cérébrale ou sur les biomarqueurs du liquide céphalorachidien comme l'amyloïde, la tau ou la phospho-tau. Ça s'est fait de façon secondaire, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a su qu'il y avait une partie des études qui avaient analysé l'effet de ces médicaments-là, qui avaient intégré des patients qui n'avaient pas les critères actuels de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire ils n'avaient pas les lésions en intracérébral, ils avaient certes des troubles cognitifs et des troubles cognitifs mnésiques, mais ils n'avaient pas la physiopathologie qu'on retrouve et qu'on doit retrouver en termes de critères diagnostiques. Après, l'impact cognitif n'a pas été vraiment mesuré avec exactement les mêmes échelles pour le critère principal. Mais si on regarde l'impact sur l'aspect de MMS, par exemple, on peut considérer que ce serait même un tout petit peu plus faible pour ce type de traitement. Après, c'est difficile à comparer parce que ce ne sont pas du tout les mêmes populations. C'est des stades beaucoup plus précoces de la maladie que les études qui comparaient les traitements symptomatiques. Donc, c'est, on va dire, difficilement comparable, quoi. Merci. David, le professeur David Wallon, s'il peut intervenir, toujours sur les enjeux. Sur la même question. Alors, je crois que globalement, Audrey a bien résumé la réponse, hein. On est sur des mécanismes d'action très différents, et donc il n'est pas forcément attendu de pouvoir comparer l'effet des traitements symptomatiques, c'est-à-dire les 4 molécules actuellement disponibles en pharmacie, et donc prescrites, mais comme vous le savez, en France non remboursées, avec l'effet du traitement comme l'aducanumab, ou des traitements à l'heure actuelle en cours de développement, qui sont des traitements de la cause. Donc on dit souvent un traitement étiologique et non pas symptomatique. Et donc dans ces cas-là, on n'agit plus sur les symptômes en tant que tels, on essaie d'agir en amont sur l'origine du problème. Et donc, ce n'est pas exactement logique de comparer, même si ça peut se faire, puisque des échelles cliniques peuvent être faites dans les 2 cas de figure, mais on ne s'attend pas forcément à avoir le même effet. On s'attend par exemple à avoir un effet beaucoup plus pérenne dans le temps, si le médicament est efficace et maintenu dans la durée, qu'un médicament symptomatique qui, lui, est dépendant de la population des neurones qui sont encore là et qui, malheureusement, avec le temps, en l'absence de médicaments efficaces, continuent d'évoluer. Il y a une question là pour David, je pense. Lorsqu'on donne une mise sur le marché d'un médicament, généralement, on peut imaginer, c'est le cas dans d'autres maladies, qu'on puisse y associer d'autres thérapies qui seraient non médicamenteuses, par exemple des thérapies de prévention. Alors, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des interventions multimodales qui vont venir accompagner la prescription de l'aducanumab? Dépend, c'est la question, et il faut à ce moment-là conditionner la mise en place d'un traitement étiologique à des mesures non médicamenteuses, ou si elles doivent l'accompagner, parce que dans l'absolu, c'est mieux. Sur la première, comment dirais-je, sur le premier critère, je pense que là encore, on est sur des choses différentes. Les mesures d'accompagnement non médicamenteuses, elles sont là pour stimuler la cognition, et elles ont un rôle essentiel. Et à l'heure actuelle, on repose beaucoup de la prise en charge sur elles, au même titre que d'autres modes de prise en charge. Mais elles font partie de l'arsenal thérapeutique. Mais pour autant, elles sont sur une modalité différente. Le traitement dont il est question ce soir est d'agir de manière mécanistique sur la cause, sur le peptide amyloïde. En revanche, est-ce qu'il serait pertinent qu'en même temps qu'il y ait une action
directement sur la cause, il y a une action non médicamenteuse sur les conséquences symptomatiques, ça reste extrêmement pertinent. Et pour le moment, pas complètement évalué du tout, puisque l'essai clinique n'a pas intégré cette part non médicamenteuse. Et donc, ce sera bien entendu une question auquel il faudra répondre. Je mets quand même en avant le fait que, s'agissant de formes très précoces, surtout si vraiment il n'y a que quelques signes, ce n'est pas les situations les plus faciles pour des professionnels de santé à rééduquer, à stimuler. Mais pour autant, il y a des choses qui sont faisables. Donc oui, ça s'associe. Est-ce que ça doit être une condition sine qua non pour la mise en place du traitement? Là, c'est une autre question auquel, pour l'instant, scientifiquement, on n'a pas répondu. Merci. Autre question, est-ce qu'il y a une corrélation entre, par exemple, les imageries et la charge amyloïde et les critères ou les échelles utilisées comme la DASCOG? Est-ce qu'il y a ces corrélations qui ont été retrouvées dans ces études de l'aducanumab? Je ne sais pas si, Audrey, tu ne veux pas répondre. Parce que ton micro est coupé. Il est toujours coupé. N'arrive pas à se débloquer. Je laisse le professeur Audrey Gabel, c'est que je pense qu'elle est plus à même d'avoir des éléments de réponse que moi, je pourrais commenter. Elle aura un problème de connexion. En attendant, j'ai une autre question, mais là encore, je pense que c'est Audrey qui va pouvoir y répondre, concernant la proportion de patients qui n'ont pas pu atteindre la dose efficace en raison d'effets indésirables. Audrey. Oui, je suis désolée vraiment des aspects techniques. Donc, pour la corrélation, et c'est en fait ça la question un peu centrale des liens entre la charge amyloïde et la symptomatologie clinique, qu'elle soit évaluée par des échelles ou simplement par l'impression clinique en fait, du patient. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être autant de controverses sur cette thérapeutique, qui est que pour l'instant, ce n'est pas si clair que ça, la corrélation entre la charge amyloïde et la pertinence clinique en termes de cognition. Et donc, on peut penser, il y a des hypothèses disant que ces maladies-là évoluent depuis de nombreuses années, et donc pour qu'on puisse avoir un effet cognitif, il faudra peut-être évaluer sur du long terme aussi l'impact de ces thérapeutiques, et que les 78 semaines ne suffisent pas pour suffisamment induire des modifications sur la cognition. Ce qui était quand même assez intéressant dans le cadre de l'aducanumab, ce qu'on a peut-être un peu moins parlé, c'est l'impact sur les autres marqueurs. Et c'est ça qui était plutôt stimulant, c'était l'impact non seulement sur la charge amyloïde et sur la réduction, parce que quand même une partie des patients et la totalité dans l'étude PRIME, donc une des premières études, la totalité des patients qui avaient la dose maximale à 10 mg kg avaient une imagerie amyloïde qui était redevenue négative. Donc on pouvait considérer en fait que la charge amyloïde était normale, enfin voilà, n'avait pas les critères de la maladie. Et pourtant, l'impact sur la cognition n'était pas si spectaculaire que ça. Mais on voit dans l'étude Engage et Émerge des impacts aussi sur la tau dans le liquide céphalorachidien, sur la phospho-tau dans le liquide céphalorachidien, et aussi sur une des études ancillaires. Alors, il y a peu de patients, mais avec de l'imagerie tau, des modifications des images de tau au niveau des zones, en particulier des zones intéressantes pour la maladie d'Alzheimer. Donc, si on considère qu'il y a un impact sur l'amyloïde, qu'on voit un début d'effet sur les signes cognitifs et également des effets sur les autres biomarqueurs, on peut espérer avoir un effet à plus long terme quand les patients auront des doses cumulées importantes et sur des plus longues durées. Mais ça, c'est une des hypothèses. Et peut-être que malgré le nettoyage total des plaques sur une très longue durée, l'impact sur la cognition ne sera pas encore suffisant pour réverser complètement le déclin cognitif, ou en tout cas pas chez tous les patients. Donc c'est la problématique de la corrélation justement, et la question est très pertinente, entre la charge amyloïde et le déclin clinique. Merci Audrey. Il est 19h, je vais
repasser la main à Emmanuel qui va présenter Fabrice, qui va intervenir maintenant, Emmanuel. Tout à fait. Avec plaisir, hein, je donne la parole à Fabrice, qui est notre inspirateur au niveau de l'éthique, de la philosophie et de l'engagement concret. Hein. Je dis, ce qui me plaît chez Fabrice, c'est qu'il est un homme de terrain et la science, il ne la met pas à distance. On voit de quelle manière, et je remercie Audrey, David et Philippe pour toutes ces interventions, parce qu'on a besoin d'espoir. Et l'espoir, il passe par la science. On a aussi besoin d'une société qui se mobilise. Hein. On a évoqué aussi les traitements non médicamenteux. Donc, on a aussi des arsenaux, en quelque sorte, à la disposition, et l'approche, elle doit être globale. Donc, il ne faut pas non plus qu'on ne soit pas avec plaisir à évoquer toutes ces éventualités, même s'il faut de la retenue, de la prudence. On le voit à travers vos interventions, il y a quand même des signes annonciateurs de quelque chose. Et pour être un observateur non spécialiste de ces questions, c'est vrai que tout à l'heure, ça a été évoqué, on était quand même dans une ambiance très pessimiste, très fataliste. On disait finalement, il y a eu tellement d'essais qui n'ont pas abouti, tellement déçus, qu'on se demandait même si les industriels allaient continuer à s'investir dans ce domaine. Donc je trouve qu'il ne faut pas non plus qu'on se supprime le plaisir de se dire il se passe quelque chose. Et vous allez voir que Fabrice va nous apporter d'une manière très philosophique le doute et la retenue, la réserve, la prudence d'une certaine manière par un discernement dont il a l'excellence. Merci Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais peut-être d'abord dire qu'on est très heureux que vous soyez aussi nombreux, qu'on a souhaité organiser ce débat rapidement pour pouvoir en discuter posément. Je voudrais saluer, on a la chance d'avoir beaucoup de personnalités qui sont présentes ce soir. J'ai vu Michel Poncet, Nicole Poirier, Joël Ménard, Florence Pasquier, Renaud Lajoie, Pierre Crolac-Salmon, j'en oublie beaucoup, mais c'est important pour nous que la communauté se réunisse à un moment qui est important. Je voudrais commencer par dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt sur le sujet, commencer par dire que s'il y avait un moyen aujourd'hui ou demain de prévenir ou de guérir la maladie d'Alzheimer, je serais le plus heureux des hommes, de la même façon que s'il y avait un moyen d'apporter une réponse simple au phénomène Alzheimer. Ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup milité pour ce qu'on appelle dans le jargon le non médicamenteux, et notamment pour son évaluation rigoureuse, en précisant toujours que pour moi c'était complémentaire, et le médicamenteux et le non médicamenteux devaient être complémentaires. Et de la même façon, j'ai beaucoup milité, et Joël Ménard y a joué un grand rôle aussi, et la Fondation également, pour les sciences humaines et sociales, mais toujours en disant qu'on a besoin d'une nouvelle alliance et surtout pas de commencer à opposer les SHS et les sciences biomédicales. Alors, reprenons les faits. Donc, le 7 juin dernier, la FDA, l'autorité américaine du médicament, autorise un anticorps monoclonal du laboratoire Biogen. Depuis, ça faisait 17 ans que les États-Unis n'avaient pas autorisé un nouveau traitement, et un grand nombre d'essais, environ 400, avaient échoué, avec pourtant de très grands labos aux commandes, Eli Lilly, Pfizer, Roche, Merck. Tous avaient essayé de développer des choses, notamment avec des anticorps. Alors, le traitement ici, donc Philippe l'a rappelé, l'essai a été conduit dans plus de 300 hôpitaux de 20 pays, dont plus de 16 centres en France. Ça a été administré chez des personnes avec, même avant une maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, des signes très, très débutants de maladie d'Alzheimer. Et puis, comme l'a souligné Sandrine Andrieux dans un article, une interview parue il y a quelques jours, il ne s'agit pas d'un traitement par voie orale qu'on ira chercher avec une ordonnance chez son pharmacien, mais d'un traitement assez lourd avec la mise en place d'une perfusion une fois par mois qui nécessite d'être réalisée dans un centre spécialisé, d'autant qu'il faut l'accompagner d'une surveillance car il va y avoir une augmentation progressive de la posologie et via des IRM car il peut y avoir des effets secondaires comme des effets cérébraux comme ça a été le cas, Philippe l'a rappelé, avec d'autres types de molécules. Ça a été validé en procédure accélérée, ce qui veut dire que la FDA n'a donné qu'une autorisation conditionnelle en demandant qu'il y ait un essai qui soit complémentaire, qui soit mené. Et en Europe, on attend
probablement une réponse aux alentours de la fin de l'année. De mon point de vue, je me suis demandé en fait quelle était la question, alors je ne sais pas si elle est philosophique, mais en tout cas la question à se poser, et est-ce que la question est de savoir si c'est une nouvelle importante? Je ne suis pas sûr, parce qu'il resterait alors à dire si c'est une nouvelle importante dans le bon sens ou dans le mauvais sens, une très bonne nouvelle ou une très mauvaise nouvelle. Donc de mon point de vue, ce n'est pas le sujet. De mon point de vue, et je vais le dire tout de suite, comme ça ma position sera connue et j'aurai qu'à l'argumenter, la vraie question à se poser, c'est comment la FDA a pu approuver cette molécule en l'état, avec les données dont elle disposait et de la façon dont les choses étaient menées, comment une telle décision a pu être prise. Alors, il y a quelques arguments qui peuvent aider à le comprendre. D'abord, c'est en apparence le premier traitement qui agit sur le processus pathologique sous-jacent et non pas sur les symptômes, mais il faut être très très prudent dans le langage à ce moment-là, et dans Nature le 8 juin, la formulation est beaucoup plus prudente. Ils ne disent pas que c'est le premier traitement qui agit sur le processus pathologique, mais le premier traitement qui essaye de traiter une cause possible de la maladie. Donc il y a deux nuances, qui essayent une cause possible de la maladie. Donc pour un certain nombre de grands noms du domaine, comme Ron Petersen par exemple, je le cite, c'était la voie à suivre, il fallait approuver maintenant et demander une démonstration du bénéfice clinique dans un futur proche. Pour Jeffrey Cummins de l'Université du Nevada, la FDA a pris une position courageuse, c'est un énorme pas en avant. Pour Patricia Cavazzoni de la FDA, le but était de permettre un accès plus rapide à une thérapie potentiellement efficace lorsque la maladie est grave et qu'il n'y a pas du tout de traitement et qu'on espère un bénéfice clinique en dépit d'une incertitude. Et on voit, et ça Audrey et notamment de rappeler, qu'effectivement que ça montre au laboratoire que certains médicaments finissent par avoir une autorisation de mise sur le marché alors qu'un certain nombre d'entre eux avaient jeté l'éponge. Donc ça va inciter les labos effectivement peut-être à continuer. Les chercheurs, ça leur donnera confiance aussi dans la nécessité de poursuivre, et pour un certain nombre de personnes, notamment pour ça redonne de l'espoir. Donc ça, c'est des arguments ou les raisons qui peuvent justifier cette décision. Mais en fait, quand on regarde de près, et je suis allé voir de très près la réaction de beaucoup de chercheurs, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, on se rend compte que leur jugement est extrêmement sévère, et ce que je vais dire va être beaucoup plus nuancé que les jugements qu'on peut lire, parce que quand on dit que c'est controversé, le rapport de force, en tout cas aux États-Unis, n'est pas du tout en faveur de la décision prise par l'autorité de régulation américaine. Pour beaucoup, c'est l'une des décisions qui va être la plus controversée dans les récentes années, et notamment un chercheur qui s'appelle Caleb Alexander de Johns Hopkins dit qu'il est très difficile de trouver un seul scientifique qui pense que les données sont réellement convaincantes quant à une efficacité clinique, et David et Audrey ont rappelé toute la prudence qu'il faut avoir sur ce sujet. Roy Peterson lui-même dit que nous, les neurologues, auront à éduquer les patients et les médecins qui auront à travailler avec cette molécule, au sens où il s'agit d'un traitement potentiel. Il faudra expliquer ce que ça veut dire qu'un traitement potentiel, et il le dit en une formule que je trouve très frappante, ce ne sera pas du tout la pénicilline pour la maladie d'Alzheimer. C'est beaucoup plus modeste. D'autre part, d'un point de vue scientifique ou du point de vue de la méthode et de l'épistémologie, ça a été rappelé par Philippe, il y a eu une analyse a posteriori, ce qui entraîne quand même énormément de biais, et dans le JAMA, Alexander et Simmons qui ont fait partie de ce comité consultatif de chercheurs que la FDA avait réuni, ils sont très 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 critiques quant à la méthode d'analyse des données, quant au choix des données qui ont été recueillies et qui ont été présentées à l'autorité de régulation. Et l'article de Nature lui-même dit que beaucoup d'experts ont conseillé
à la FDA de ne pas autoriser parce que les données ne démontraient pas de manière conclusive que l'aducanumab pouvait avoir un effet clinique, c'est-à-dire ralentir le déclin cognitif et ralentir la perte d'autonomie fonctionnelle. D'ailleurs, l'association, la grande et puissante association gériatrique américaine elle-même a écrit à la FDA en lui demandant de ne pas autoriser l'aducanumab, ce qui ne veut pas dire que ces chercheurs considèrent que ce n'est pas une piste de recherche intéressante, ça c'est pas du tout nié, mais que le temps n'était pas du tout venu et que les raisons n'étaient pas du tout là scientifiques pour essayer pour autoriser. Scott Emerson, qui est un biostatisticien, dit qu'en gros ces études a posteriori qui ont été menées, c'est un peu comme tirer, c'est des métaphores totalement américaine que vous allez reconnaître. C'est un peu comme tirer au fusil à pompe sur une grange et peindre une cible autour des trous qui ont été faits par les balles. Donc, il y a, du point de vue de la rigueur des analyses, là, une très, très, très grande sévérité. C'est pas le philosophe que je suis. J'essaye de comprendre quand même les données de la science, mais la démonstration est quand même extrêmement convaincante que d'un point de vue de l'analyse scientifique des données, c'est très problématique. Ensuite, on l'a évoqué, il y a les effets secondaires, donc environ 40% des personnes dans les essais avec la dose approuvée ont eu un œdème cérébral dont la plupart étaient asymptomatiques ou produisaient des maux de tête, des étourdissements ou des nausées, mais ça a quand même incité 6% des participants qui prenaient de fortes doses à sortir de l'essai. Et puis, pour beaucoup de commentateurs, il y a encore au moins deux problèmes. Le premier, c'est le coût. On sait que le coût fixé par Biogen, il est de $56 000 par an par patient. Donc, ce n'est pas le prix net, ce n'est pas ce que payeront les patients qui auront une assurance. Pour eux, ça dépendra, en fonction de leur couverture, le traitement leur reviendra entre $10 000 et $25 000 par an. Mais vous voyez que c'est quand même conséquent. Et donc, quand un traitement est aussi coûteux, on le sait en France, la question de son efficacité en regard est importante. Et là, pour l'instant, on a, semble-t-il, très, très, très peu de preuves d'une efficacité clinique. Donc, ils sont très inquiets sur le budget les conséquences sur le budget de la santé aux États-Unis, et ils sont très inquiets surtout sur l'effet de jurisprudence que ça va provoquer pour d'autres médicaments et sur les recherches de mauvaise qualité que cela risque d'encourager, puisque, et je reprends ici un éditorialiste de Bloomberg qui est spécialiste sur les questions de santé, qui dit que si l'agence américaine approuve des traitements avec un niveau de preuve aussi médiocre, les compagnies vont demander une approbation sur des résultats faibles, ce qui va faire perdre du temps, de l'argent et qui risque de mettre en péril la santé des personnes qui participent aux essais. Et moi, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné de la communication du laboratoire Biogen. Elle n'est pas d'abord vis-à-vis du monde de la recherche, elle n'est pas d'abord vis-à-vis des patients et des familles, elle est d'abord vis-à-vis des investisseurs. Donc, c'est leurs premiers interlocuteurs, c'est les investisseurs. Ici, là, la perte en termes de qualité de la recherche dans le domaine et le risque, il est pointé par un grand nombre d'auteurs. Donc, je finis avec deux citations et puis je vous donne mon interprétation. Jason Karlawich, qui est à la fois gériatre et bioéthicien, souligne que le désespoir, ça devrait motiver le financement de la science, mais non pas la façon dont nous interprétons ces résultats. Et lui-même dit qu'il ne prescrirait pas ce médicament à ses patients en raison des risques de microsaignement dans le cerveau, des coûts financiers, des bénéfices peu clairs. L'idée serait de poursuivre. On aurait pu demander la poursuite de la recherche, qui d'ailleurs va être faite, mais pas encore la mise sur le marché. Et j'ai vu là ces tout derniers jours, le Hastings Center lui-même a publié plusieurs tribunes extrêmement critiques en disant que c'était une faute du point de vue de l'intégrité scientifique, que les contribuables américains allaient payer énormément d'argent pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Je cite la Tia Powell du Hastings Center, et l'idée est que ça peut faire office de précédent. Et il y a un sondage qui a été fait auprès de 1400 personnes qui travaillent dans le champ de la biotech et de l'industrie pharmaceutique, qui révèle qu'il y a un clair consensus dans cette communauté-là que la FDA a fait une grave erreur en approuvant cette molécule, qu'on avait besoin de bien davantage d'éléments là-dessus. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette décision ? Je pense qu'il y a la pression d'une part des groupes extrêmement puissants d'associations
notamment de la puissante association Alzheimer américaine qui a lancé en mai pour faire pression aussi une campagne de communication qui s'intitulait More Time, dans laquelle elle disait que même s'il y avait un ralentissement modeste du déclin cognitif, ça serait significatif pour les personnes. Il y a aussi évidemment sur les laboratoires une énorme pression des investisseurs, mais malgré tout, mon sentiment général est que c'est peut-être pas une nouvelle extrêmement importante, ça va encourager, c'est encourageant parce que d'un point de vue scientifique, du point de vue de la recherche, mais ce que ça aurait dû surtout entraîner, c'est une étude plus sérieuse. À mon avis, la façon dont j'interprète ça, moi, c'est que c'est une forme de baroud d'honneur de ceux qui ont promu un récit sur le phénomène Alzheimer tel qu'on nous le propose depuis à peu près le début des années 80, où c'est qui est un récit, je ne m'inscris pas du tout dans la position de Whitehouse, par exemple, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, je ne dis pas que c'est un mythe, je dis que c'est un récit sur le phénomène Alzheimer, où en gros les choses sont simples, c'est un récit de la simplicité, vous avez la démence ou les troubles neurocognitifs majeurs, qui sont un syndrome ombrelle. Dedans, vous avez 60 à 70% des cas qui seraient causés par la maladie d'Alzheimer. Et vis-à-vis de ça, on aurait une approche bien connue, une maladie, une cause, un traitement. Et je crois que c'est le baroud d'honneur de gens qui sont en train de sentir que ce mythe, ce récit de la simplicité, pas du fait que ce soit une maladie, de son récit simple ou simpliste, on va avoir un jour un traitement, ce sera un traitement médical, et ce sera un traitement médical curatif, et qui laisse totalement de côté la compensation des déficits par des médicaments et par du non médicamenteux, la prévention, qui quand même est l'énorme nouvelle, je trouve, des 10 dernières années, et on n'en parle pas parce que c'est quelque chose qui produit des résultats beaucoup plus diffus, beaucoup moins spectaculaires, donc ni la compensation des difficultés, ni la prévention, et ni toutes les approches beaucoup plus globales ou holistiques de ce phénomène Alzheimer. On sait aujourd'hui que ce n'est pas la démence avec des pathologies différentes en silo qui la causeraient, une maladie, une cause, un traitement. On sait que c'est peut-être vrai dans le cas de l'Alzheimer chez les personnes relativement, où la maladie apparaît de manière précoce, mais que chez les personnes beaucoup plus âgées, l'étiologie, la composante cérébrale, elle est au moins mixte, au moins double, qu'il y a des pathologies cérébrales Alzheimer qui ne donnent pas de syndrome Alzheimer, qu'il y a des syndromes Alzheimer qui ne sont pas causés par une pathologie cérébrale de type Alzheimer. Donc, on est entré dans la complexité, on est en train de comprendre que c'est, à part peut-être pour les formes à survenue précoce, qu'Alois Alzheimer lui-même, dont j'avais traduit tous les textes il y a quelques années, lui considérait que là, pour le coup, on avait une maladie relativement classique et simple, mais chez les sujets plus âgés, c'est beaucoup plus complexe. Donc, il me semble que, à côté de cette petite musique de ce qu'on remet en selle, en fait, ce récit extrêmement simple, voire simpliste, une maladie, enfin un symptôme, essentiellement une maladie, une cause, un traitement. Je crois qu'on a au contraire à avoir un discours beaucoup plus complexe, où il y a de la prévention à tous les âges de la vie, et y compris quand il commence à y avoir des facteurs de risque. L'étude mondiale Finger en est un excellent exemple, je trouve, où il y a de la place pour des interventions médicamenteuses et non médicamenteuses après, parce qu'il va quand même bien falloir continuer à soigner les gens lorsqu'ils ne sont plus au stade prodromal de la maladie, et puis une approche beaucoup plus globale d'accompagnement dans la société sur la place des personnes avec un handicap cognitif. Donc, moi, il me semble donc qu'en termes éthiques, pour résumer ce que j'ai essayé de dire, je trouve qu'il y a un problème très probablement là d'éthique de la recherche. Je trouve qu'en termes d'intégrité, d'analyse des résultats, où en plus l'agence de régulation a travaillé de manière totalement inhabituellement étroite avec le laboratoire pour analyser les résultats. Donc là, il y a un souci, me semble-t-il, assez sérieux de rigueur de ce point de vue-là. Il y a un problème d'éthique du discours et des raccourcis quand on dit c'est le premier traitement qui agit sur la cause. C'est le premier traitement qui peut potentiellement, qui essaye d'agir sur une cause possible. Voilà, soyons rigoureux. Et puis enfin, c'est en termes d'éthique, je pense qu'ici, il faut
quitte à passer pour le rabat-joie de service, mais l'idée n'est pas du tout ça, mais d'avoir le courage de défendre une éthique de la vérité, de l'intégrité, ou en tout cas de la complexité, et même si c'est difficile à faire. Voilà, donc je pense que avec toutes ces nuances-là, voilà comment j'ai envie d'analyser la situation et le moment un peu dans Alzheimer très, très, très particulier, parce que peut-être, moi je ne crois pas que ce soit c'est le début d'une nouvelle ère, mais au sens, on peut vraiment l'espérer. Je pense qu'en termes éthiques, c'est important d'y insister. On va arriver à en parler de manière un peu plus complexe et plus nuancée de ce phénomène, de cette maladie, de ces syndromes, de ces traitements et de la réponse qu'on essaie d'y apporter à plein de niveaux différents. Merci Fabrice. Je prends la parole parce que Philippe a l'air tellement désabusé, inquiet, que je lui permets la Je ne jonction. suis pas inquiet, j'étais en train de lire les questions au fur et à mesure. D'accord, mais le débat, Philippe, voilà. je vais donner la parole à Philippe Amouillet. Je remercie Fabrice Hill de démontrer que l'éthique peut être une éthique d'abord engagée, impliquée, et une éthique intelligence de la science. C'est-à-dire, on voit que dans l'argumentation de Fabrice, ce n'était pas des généralités et ce n'est pas des postures. On voit qu'il fait un travail d'investigation et qu'il va au fond des questions. Donc un immense merci. Je voulais juste poser une question un petit peu simpliste. Il n'y a rien à en tirer, donc ce n'est pas une étape, c'est plutôt délétère. C'est-à-dire, une fois que tu as fait ton analyse critique, que tu as dépouillée, et avec beaucoup de soin et beaucoup de rigueur, avec une méthodologie que personne ne te contestera, cette étape n'en est pas une. Et on est plutôt dans quelque chose de délétère. C'est juste la question un peu simple que je te pose avant probablement qu'on prenne les réactions des unes et des autres, en précisant, puisque ça nous a été demandé, que même en éthique, on n'a pas de lien d'intérêt. Alors, bon, je pense que Fabrice n'a pas besoin de démontrer qu'il n'a aucun lien d'intérêt avec les industriels en question. Voilà, je te pose juste cette question. La réponse est très simple. Je pense que c'est pas une nouvelle importante parce que quand même, de savoir si ça va être réellement mis sur le marché, à quelle dose, ça va dépendre du comportement. Est-ce que les médecins vont le prescrire? Est-ce que Medicare va le financer? Est-ce que les assureurs vont le rembourser? Et je suis pas du tout sûr que tout le monde, surtout aux États-Unis, surtout dans une période comme celle qu'on vit là, y aille avec beaucoup d'entrain. Donc ça dépend. Là, je sais pas. Moi, ce dont j'ai parlé, c'est de l'autorisation, de la décision de l'autorité américaine du médicament de l'autoriser maintenant. Voilà. Et je pense que d'un point de vue scientifique, du point de vue de la recherche, David, Philippe et Audrey l'ont parfaitement montré, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui frémit, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Simplement, c'est beaucoup trop, me semble-t-il, prématuré comme décision de la part de l'autorité américaine du médicament, à mon avis, et la sagesse aurait été, me semble-t-il, mais manifestement je ne suis pas le seul à le penser quand on lit les commentaires dans américains notamment, mais il y a probablement beaucoup à en tirer d'un point de vue scientifique, mais laissons à la science sa temporalité. J'ai conscience que les investisseurs attendent des rendements rapides, mais c'est pas, et toutes les autorités de régulation du monde, elles sont soumises à la pression des associations et à la pression d'autres facteurs extérieurs, y compris à des lobbies politiques très puissants. Je crois que leur rôle et leur éthique, ça devrait être de se donner les moyens de résister à ça, et quand la science n'a pas encore prouvé quelque chose de manière satisfaisante, on le dit et on lui laisse le temps de le faire. Donc, je ne veux pas du tout qu'il y ait une tonalité défaitiste dans mon propos, c'est vraiment pas du tout l'idée. Je suis quelqu'un de très admiratif de la recherche scientifique en général. Je peux intervenir sur ce que dit Fabrice. Je crois que ce que veut dire Fabrice, et c'est pour ça qu'il y a certains experts de l'AFD, y compris du comité externe, qui ont démissionné avec grand fracas. C'est pas tellement le produit, la maladie d'Alzheimer en soi, c'est la décision d'une agence qui, pour la première fois, donne une autorisation de mise sur le marché, alors certes conditionnelle, sur la base d'un résultat biologique, avec pas tous les éléments sur le plan du résultat clinique. Je pense que c'est ça qui est l'élément qui fait beaucoup parler. Ça n'a rien à voir avec l'espoir que ça donne, avec l'élan que ça va donner à la recherche en particulier, avec les laboratoires pharmaceutiques qui avaient un peu laissé tomber
tout ce secteur, c'est plus par rapport à l'effet de l'agence. Donc, on va voir comment va réagir également l'Agence européenne du médicament, hein, parce que les jeux ne sont pas encore faits de ce côté-là. Mais je crois que c'est vraiment ça le point d'achoppement. Donc, plus les laboratoires pour lesquels, là, pour reprendre ce que disait Fabrice, je n'ai d'ailleurs aucun lien d'intérêt avec eux non plus, vont mettre en œuvre cette demande d'études et ce suivi, parce que c'est quand même, pendant la période de discussion, beaucoup de scientifiques avaient demandé à ce qu'il y ait des études complémentaires, sans aller dans l'autre sens, pour justement renforcer cette notion d'effet clinique. Je pense que la crédibilité de cette décision serait renforcée si justement les résultats sur les nouvelles données cliniques associées à la prescription de ce médicament pouvaient apparaître le plus vite possible. 9 ans, c'est long, c'est le délai qui a été donné par l'agence, c'est très long. Ce qui serait important, c'est si on pouvait faire ça un petit peu plus vite. Ça a répondu, alors toute cette discussion a répondu, c'est ça que je regardais tout à l'heure avec ce petit air là, si je regardais les questions, parce qu'il y en avait beaucoup, on a répondu à pas mal Alors, de ces questions. avant de prendre les questions, il y a Catherine Olivet qui est impatiente et on ne peut pas la laisser dans l'impatience. Et ensuite, Philippe, Philippe va donner la parole, enfin, en tous les cas, va reprendre les questions qui sont des questions en instance. Et j'imagine que Audrey et David ont quand même envie de répondre amicalement, et peut-être plus qu'amicalement, à Fabrice. Catherine, vous voulez intervenir? Je ne suis pas du tout impatiente. J'ai très sagement levé le doigt. Ça va étonner personne si je dis que j'ai entendu 5 sur 5 un certain nombre de questions qui me semblent extrêmement bien posées par Fabrice, même si j'entends très bien que les chercheurs eux-mêmes ont besoin d'espoir. Je pense que dans la hiérarchie de ceux qui ont besoin d'espoir, il est clair que les malades en ont besoin encore plus. Avoir besoin d'espoir ne me paraît pas possible de suffire à justifier en soi des démarches, alors je vais les baptiser comme Fabrice, accélérées, ou insuffisamment élaborées et construites. Vous savez, j'ai l'honneur de représenter les usagers dans un CPP, Comité de protection des personnes, pour la recherche médicale depuis 15 ans. Et vous vous doutez, par exemple, que j'ai vu héberger de très nombreuses questions sur des recherches sur le cancer, par exemple, avec des situations particulièrement terribles de cancer précoce, de cancer de l'enfant, décès de la dernière chance. Ça pose un vrai problème de questionnement éthique qui ne peut être que collégial. Je vous rappelle que quand nous siégeons en CPP, on est 12-15 collégialement à réfléchir ensemble sur les questions nées du projet de protocole. Et c'est vrai qu'il y a toujours une certaine forme de tentation du dernier coup de dé. C'est-à-dire, de toute manière, c'est tellement terrible et c'est tellement foutu que pourquoi ne pas autoriser d'essayer? C'est quand même quelque chose d'extrêmement dangereux. Je l'ai vécu dans les traitements antérieurs de la maladie d'Alzheimer, avec des familles qui me disaient, et je vous redis, ce n'était pas l'époque des réseaux sociaux, c'est pour ça que j'en ai encore plus peur aujourd'hui, qui me disaient, foutu pour foutu, eh bien on a dit oui, et puis si elle meurt plus vite, eh bien tant pis, au moins on aura essayé. Je veux dire, c'est d'une violence folle, à la fois éthique, intellectuelle, mais en termes d'amour familial, c'est un coup de poker de l'amour. Et ça, conduire des proches à se mouler dans un coup de poker, à rentrer dans un coup de poker, me préoccupe extrêmement lourdement sur les conséquences après coup s'ils perdent le coup de poker. Merci Catherine. Alors peut-être je redonne la parole à Philippe pour animer, mais on aimerait quand même avoir les réactions d'Audrey et de David. La différence entre eux et puis Fabrice, c'est qu'au quotidien, ils reçoivent des personnes malades, qui les accompagnent dans un cheminement, qui leur posent au quotidien des questions, docteur, où on en est. Ils accompagnent aussi des familles qui ont besoin d'avoir un horizon, à des fois de parler d'espoir.
Voilà. Et un dernier point qui me semble tout à fait important et qui a une grande actualité. Je sais que Léo Koutelek aussi, j'ai regardé la liste et vraiment on salue toutes celles et ceux qui sont avec nous et qui auraient pu aussi intervenir. Il y aura d'autres opportunités, on fera vraiment circuler notre discussion. Mais Léo Koutelek, que vous connaissez, qui est épistolaire, qui dit toujours la robustesse d'un savoir d'une certaine manière, la vérité aussi et la loyauté. Enfin, c'est tout un ensemble d'éléments qu'on pourrait produire. Alors Audrey et David, on aimerait vos réactions, vous qui êtes non pas uniquement sur la paillasse, mais vous êtes au contact des personnes au quotidien et ils vous posent des questions. Audrey, j'ai l'impression que tu... à nouveau, ça, pas de souci. Je vais me permettre du coup d'intervenir et tu peux peut-être pendant ce temps-là essayer de te reconnecter, Audrey. De mon côté, je voulais remercier Fabrice de son analyse. Ça a été dit, mais je voudrais le redire moi en tant que médecin et également scientifique. Son analyse très pointue, très appuyée, très factuelle. Il ne s'agit pas d'un discours idéologique ou éthéré, il s'agit véritablement d'une approche que je qualifierais de scientifique, d'une question éthique. Et je donnerai après quelques commentaires. Je voulais juste rebondir, puisque j'en ai l'opportunité, sur les éléments mentionnés par Madame Olivet sur la recherche. Je voudrais quand même qu'on puisse dire que fort heureusement, depuis les années 80, les choses ont quand même évolué et vous en êtes vous quand même un peu conscient, je pense, dans les CPP, et que tous les protocoles ne sont pas un coup de poker. Je pense qu'il faut quand même le dire pour que les personnes qui sont ici présentes, notamment les familles, n'aient pas l'impression qu'en recherche, on est à la fois cobaye d'un coup de poker. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont avancé. Les CPP, on montre bien leur importance, puisqu'aucun protocole de recherche ne peut démarrer en France sans l'approbation initiale d'un CPP, entre autres, et de l'agence du médicament qui est l'ANSM. Et il y a une certaine rigueur scientifique, éthique, clinique à appliquer pour que les protocoles soient autorisés et démarrent. Et donc ensuite, il y a une part de risque, effectivement, qui est partie intégrante des protocoles, qui est quantifiée, qu'on ne connaît pas de manière complète. J'ai l'impression que je ne sais pas si tout se passe bien. C'est parfait, on entend parfaitement. Entre Rouen et Paris, ça fonctionne parfaitement, David. Ah ben, David a été interrompu pour laisser la parole à Audrey, peut-être. Voilà. Oui, on va se duo. partager. On est censuré potentiellement. Non, je plaisante. Donc, je vais laisser David finir sur les aspects sur la recherche. Je pense qu'en effet, c'est des éléments qui sont très importants. On a bien compris que vos interventions n'étaient pas ni sur l'aspect pessimisme, ni sur des aspects d'idéologie. Par contre, je pense que par rapport aux patients qu'on voit tous les jours, et pour le coup, d'avoir aussi intégré, d'inclus des patients dans les essais thérapeutiques avec l'aducanumab, les patients qui ont arrêté en fait l'aducanumab pour des raisons, parce que l'étude s'arrêtait en lien avec l'analyse de futilité et qui après ont pu bénéficier de la reprise, il y a eu, pour les patients qui étaient sous traitement, en fait, en tout cas, moi, je vous parle que de mon expérience personnelle, un déclin plus précoce et j'ai l'impression, en tout cas sur les thèses, qu'il y a une petite stabilité à la reprise. Alors, ce n'est que quelques patients, ça ne fera pas tous les patients, mais si ça marche pour quelques patients, et ben moi, j'en suis déjà ravie parce que par ailleurs, on n'a pas d'autres thérapeutiques au sens pharmacologique. Après, je rejoins complètement l'aspect de la complexité de la maladie. Et non, on n'a jamais dit que le traitement d'aducanumab était le seul traitement avec la seule cible amyloïde. Et même le laboratoire ne dit absolument pas ça. Bien évidemment qu'il y a une complexité, il n'y a pas une maladie d'Alzheimer, mais des patients atteints de probablement plusieurs types aussi de maladies d'Alzheimer. La prise en charge, c'est une prise en charge globale et c'est ce qu'on fait au quotidien dans chaque centre mémoire où on propose en plus de la prise en charge du diagnostic et du soutien aux patients et aux familles, une prise en charge non médicamenteuse
interventionnelle avec de l'orthophonie, de la stimulation, de la kinésithérapie, l'assistante sociale et ainsi de suite. Donc ça, vraiment, on le fait déjà et je ne pense pas qu'il faille opposer, et ce n'est pas bon ni pour les patients ni pour les familles, qu'on tente d'opposer la pharmaceutique avec de l'interventionnel non pharmaceutique. Il y a forcément la place pour l'ensemble parce que c'est des pathologies compliquées et qu'il y a des facteurs avec une résilience particulière en fonction du profil des patients. Et il y a des patients qui l'activité physique va avoir un impact sur les troubles attentionnels, d'autres qui n'en auront pas, et ça marche aussi pour l'intervention non pharmacologique. Donc, on n'oppose pas les deux. Je pense que la prise en charge, c'est une prise en charge globale. Après, l'amyloïde, on ne peut pas d'un côté dire qu'on a besoin, entre guillemets, de l'amyloïde pour faire le diagnostic de la maladie d'Alzheimer et ne pas dire que c'est une cible intéressante en termes de prise en charge thérapeutique. Donc, on ne peut pas non plus avoir un double discours et dire que pour faire un diagnostic précis de maladie d'Alzheimer, il faut avoir des biomarqueurs et des biomarqueurs qui soulignent les mécanismes physiopathologiques sous-jacents et après dire que quand on a des cibles thérapeutiques, en fait, ça ne correspond pas à la maladie. Donc, à la fois, il faut avoir une approche très globale, il faut être tout à fait conscient des limites, et moi, je suis plutôt confiante sur les cliniciens et les chercheurs, les patients et les familles, pour pouvoir adapter au mieux, et c'est peut-être... ça aurait été plus choquant, à mon avis, que la FDA accorde par rapport à l'efficacité de la thérapeutique, mais là, elle l'a accordé par rapport à une cible biologique en conditionnant à une analyse sur du long terme, et je pense que ça, c'est quand même très pertinent et rigoureux, et c'est à nous, en termes d'engagement, en termes de rigueur scientifique et en termes d'éthique, d'après, de pouvoir déployer d'adapter à qui on va pouvoir proposer ou pas ce type de thérapeutique dans le cadre d'une prise en charge globale. Donc pour moi, ce n'est que le début. Et puis après, on peut aussi discuter pendant des heures de ils ont bien fait ou ils n'ont pas bien fait, mais là, c'est fait. Donc, c'est comment quelle est la suite et comment peut-être on sécurise certains aspects ou on réfléchit à comment mettre en place ce type de thérapeutique pour les bons patients au bon moment, avec un suivi adapté. Et puis pour d'autres patients, il ne faudra pas imposer ce type de traitement, et on ne l'impose jamais d'ailleurs, mais en tout cas, il ne faudra pas forcément même le proposer pour des raisons purement scientifiques ou d'autres raisons éthiques. Donc, il faut quand même, on parlait d'espérance, mais je pense qu'il faut aussi avoir confiance dans la recherche et dans les cliniciens dans le monde et en Europe et en France pour pouvoir quand même être clair sur l'utilisation de ce type de thérapeutique. Et ça, justement, l'aspect conditionnel, je trouve, ouvre tout ça, ouvre tous ces travaux. On n'est qu'au début de mieux comprendre tous ces processus. Mais si ça n'avait pas été le cas, il y a une sorte de perte de temps. Alors, c'est vrai qu'il faut laisser le temps à la recherche, à la science, mais nous, les patients, ils nous disent tous les jours qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont plus le temps. Eux, ils veulent tester des choses, ils veulent au moins être acteurs de leur prise en charge, justement parce qu'ils sont au début de leur maladie. Donc, il ne faut pas non plus être trop paternaliste. Et je pense que s'il y a eu autant de lobbying aussi des patients, peut-être trop, entre guillemets, aux États-Unis, mais c'est parce que les patients, ils ont aussi envie d'être acteurs et aussi envie de tester des choses en ayant tout à fait conscience des risques. Et puis, il y a des patients qui aiment le poker, même si on est d'accord que cet aspect recherche, c'est pas du poker, mais il y en a qui se disent, moi, je veux choisir. Et là, je suis à un stade où je peux choisir, je peux m'engager dans quelque chose. Et si je ne peux pas, eh ben, quelque part, c'est une inéquité par rapport à d'autres pays ou par rapport au niveau international. Et ça, je trouve qu'on ne doit pas prôner ça non plus. On a déjà le déremboursement des traitements symptomatiques, on n'a déjà pas l'accès aux PET amyloïdes, on est déjà en retard. Je ne dis pas qu'il faut forcément courir derrière et tout accepter
pour être au même niveau qu'aux États-Unis. On ne le fera pas de toute façon. On a d'autres façons de penser et potentiellement une autre philosophie. Mais il faut aussi avoir confiance sur l'ensemble des processus, des institutions et puis des gens qui sont sur le terrain, qui vont pouvoir adapter au mieux. Merci Audrey. Alors, il y a Fabrice qui a envie de réagir, mais avant qu'il ne réagisse, j'aimerais que David continue son propos, qui termine son propos. En tous les cas, Audrey, de tout ce qui vient d'être dit, je pense qu'on est d'accord qu'il va falloir une deuxième réunion, parce qu'il faut qu'on approfondisse un certain nombre de points qui sont fondamentaux, effectivement. Parce que est-ce qu'on est effectivement dans un traitement conditionnel ou compassionnel d'une certaine manière? Est-ce que si on donne à la personne malade la possibilité de choisir et qu'elle choisit entre du vrai et du faux, est-ce que c'est raisonnable? Enfin, il y a beaucoup de questions à poser. En tous les cas, on comprend totalement cette approche de la clinicienne de qualité. Je donne la parole à David et ensuite Fabrice voudra intervenir et je redonnerai la main à Philippe de façon à ce qu'il reprenne aussi des questions peut-être qui ont été posées et qui sont des questions de fond pour la dernière partie de notre rencontre. David. Merci. Oui, je vais être quand même essayer d'être assez bref parce que l'heure tourne et on est bien d'accord qu'il faudra probablement d'autres réunions. Mais il est vrai que jusqu'à maintenant, je n'avais pas pu commenter un petit peu par rapport aux résultats de l'aducanumab. J'avais pris des positions par rapport à d'autres aspects plus globaux et pas spécifiques. Je voudrais juste commencer avant un propos introductif en indiquant qu'à titre personnel, je n'ai jamais été investigateur dans les essais Engage et Emerge. Mais que je suis en communication avec le laboratoire comme beaucoup de médecins responsables de centres mémoire de ressources et de recherche, les CMRR, puisque nous mettons en place les essais thérapeutiques et que nous discutons des méthodes d'investigation, nous discutons des méthodes d'application de la recherche. Et donc, évidemment qu'il y a un lien qui peut s'établir avec différents laboratoires, dont mon parti Biogène. Je précise par contre, sans enrichissement personnel, jamais, évidemment, puisque ce n'est pas le propre et cela discréditerait complètement la démarche. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur les liens d'intérêt. Je pense qu'il faut être toujours très clair sur ces aspects-là, et donc je préférais les exposer. Donc je n'ai pas d'activité de consultant comme peuvent l'avoir parfois certains médecins. C'est juste des liens qui s'établissent sur la réflexion, et ils se font avec tous les laboratoires, et c'est aussi ça un peu l'intégrité scientifique, c'est de ne pas évidemment faire avec un seul laboratoire, mais avec tous. Par rapport à l'aducanumab, j'aurais un jugement par rapport à ce que nous a indiqué Fabrice, un peu différent sur est-ce que c'est un événement ou est-ce que c'est un non-événement, puisque c'était un peu ça qui a été annoncé. Moi, je considère qu'il y a quand même une part d'événement dans ce qui vient de se passer, à plusieurs titres, et je crois que l'analyse va devoir être complexe. On a des arguments qui sont tout à fait recevables d'une procédure qui est passée rapidement, qui fait réponse à des attentes de la part des familles, attentes qui sont légitimes et auxquelles on essaie du mieux que possible, autant les laboratoires, autant les agences de régulation et autant les médecins et les scientifiques de répondre. Mais pour autant, il ne s'agit pas d'un non-événement, puisque si il s'agit d'un non-événement, ça veut dire que finalement, toutes ces attentes-là ne sont pas si importantes que ça. La seule chose qui prévaudrait, ça serait l'intégrité scientifique coûte que coûte. Et sur ces aspects-là, je pense que c'est plus complexe. Je pense que c'est plus complexe parce qu'il faut intégrer dans cette intégrité, je suis un des premiers à mettre en avant l'absolue importance de l'intégrité scientifique, mais il faut aussi considérer que pour nos familles, pour nos patients, l'intégrité scientifique, c'est une chose, mais elle peut parfois être considérée comme l'intégrité politique, l'intégrité sociétale, et que ce sont des choses un peu nébuleuses qui ne les touchent pas eux directement. Par contre, eux, ils sont dans des attentes et il faut essayer d'y répondre. Alors, on ne répond pas avec, effectivement, des éléments, des conclusions, si belles soient-ils, qui sont basées sur des données absolument, comment dirais-je, non étayées, sur l'absence de faits. Il va falloir répondre de manière concrète avec des faits qui sont clairement établis, donc avec de la science. Et donc, l'un et l'autre ne s'opposent pas. Et c'est surtout ça que je voulais mettre en avant, qu'il n'y a aucune raison d'opposer d'un côté les attentes des patients et des familles, de l'autre côté l'intégrité scientifique. Il faut que les deux puissent être rejoints, et c'est là le rôle du médecin. Et donc, il y a beaucoup de fois, dans le discours de Madame Olivet, était mentionné comment allez-vous expliquer les choses, quels mots allez-vous utiliser.
Bah, alors là, je parlerai que de ma part, donc c'est de l'empirisme total, hein, et pas une approche totalement scientifique, mais en tout cas, je parlais de mon expérience. Eh bien, j'ai l'habitude d'être transparent, c'est-à-dire d'expliquer les choses telles qu'elles sont, avec les mots accessibles pour les patients. Et donc, s'il était question d'expliquer, et puis ça s'est effectivement déjà fait, puisque des familles nous demandent alors qu'est-ce qu'il en est de ce traitement, eh bien, on leur explique de manière transparente où on en est. Qu'est-ce qu'il en est de cette décision? Qu'est-ce qu'elle implique? Qu'est-ce qu'elle impliquera potentiellement pour l'Europe et pour la France? Et aussi de les amener à un jugement qu'eux-mêmes peuvent que eux-mêmes peuvent faire. Et je pense que c'est là aussi l'importance d'un changement de paradigme dans la médecine. Au départ, il pouvait y avoir un médecin qui pouvait avoir des croyances positives ou négatives sur un médicament. On est passé progressivement à une médecine qui s'appuie sur des faits et qui décide de la mise en place d'un traitement, ce qui est une bonne évolution. Et je pense que maintenant, il y a aussi une étape dans laquelle on doit amener le patient à être capable de prendre une décision, d'être un véritable partenaire. Et pour qu'il le soit, il va falloir lui exposer les faits et les avantages, les inconvénients, les risques, les bénéfices, sur quoi il repose et comment il peut prendre une position. Et j'aurais aucun problème à ce qu'un patient me dise « Attendez, moi, votre traitement, il m'effraie, hein, il y a quand même des effets indésirables, l'effet positif n'est pas si franc que ça, je n'y adhère pas ». Bien entendu qu'il faudra respecter cette décision et donc il faudra l'amener à pouvoir s'exprimer de cette manière-là, comme, et je vais faire simple, la position strictement inverse de quelqu'un qui serait au contraire très intéressé et très impliqué. Tout ça basé bien entendu sur des faits. Donc c'est une situation compliquée et donc probablement qu'on ne pourra pas répondre ce soir de manière complète, mais il n'y a pas lieu d'opposer les deux et de prendre parti pris pour l'intégrité ou de prendre parti pris pour la position des familles et des patients. Les deux doivent être intégrés de manière complète. Un immense merci, David. On voit à travers les interventions des unes et des autres que l'éthique est au rendez-vous de nos réflexions et chacun a son approche, à son exposition aussi à des risques. Et je retiens quand même cette notion qu'on a souvent évoquée à la Fondation Alzheimer, c'est la personne partenaire, c'est-à-dire partie prenante, à la fois pour elle à titre individuel et pour la recherche en général, puisqu'il y a aussi un investissement pour l'intérêt général. Fabrice, envie de répondre, je le sens. 4 points très rapides, mais le premier, c'est que moi, je ferai une distinction entre le lobbying qui peut être fait par certaines associations nationales, comme l'association Alzheimer américaine, qui est spécifique dans le paysage des associations. Et donc, ce qui se fait au niveau de la campagne de communication et du lobbying de ces associations, ça n'exprime pas nécessairement, là, je trouve, la voix des patients. Et je ferai une grande différence entre l'action de terrain des bénévoles associatifs sur le terrain et les prises de position institutionnelles comme ça de ces lobbies. Deuxièmement, j'entends l'argument qu'il n'y a pas le temps d'attendre et mon point n'était surtout pas de dire qu'il fallait une étude qui démontre dans sa pureté scientifique comme le préconiserait Claude Bernard avec des résultats absolument incontestables, qu'il ne faut pas attendre cette pureté évidemment, mais là on n'est pas en train de parler de pureté, on est en train de parler de quelque chose qui est extrêmement cher, qui n'a pas démontré d'effet clinique, d'un point de vue statistique, or c'est ça qu'on attend d'une molécule dans un essai, et qui en plus a des effets secondaires qui sont loin d'être négligeables. Donc pour moi, il me semble qu'on est quand même loin de l'attente de la pureté. Ensuite, moi j'ai grand espoir en la recherche, hein, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que je crois que, et Joël Ménard le disait souvent, l'éthique de la recherche, c'est d'abord le fait de considérer que la recherche, c'est fondamental, et qu'il faut la faire, et qu'il faut la mener, et qu'il faut des moyens. Mais ça ne signifie pas qu'on est sur me semble-t-il, hein, qu'on décide de mettre sur le marché, aucune agence de régulation le fasse. Et personnellement, moi, si je devais émettre un souhait, j'émettrais plutôt le souhait que l'Agence européenne du médicament ne suive pas l'agence américaine. C'est mon avis. À mon avis, la vraie question, c'est pas une question de philosophie des sciences, c'est une question de philosophie de l'histoire. Dans la Chartreuse de Parme, Fabrice Del Dongo veut aller soutenir Napoléon, il se retrouve un peu par hasard sur le champ de bataille à Waterloo. Et il est le nez dans l'événement, il voit la débâcle, mais il ne comprend absolument pas qu'il est en train de vivre un événement historique.
C'est-à-dire, en général, dans l'histoire, il y a des choses qui sont extrêmement spectaculaires. Et là, on en a une, c'est très spectaculaire. Ce qui se passe, la preuve, on est plus d'une centaine un soir d'été, alors qu'il y a bientôt un match de foot qui commence. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, là, il se passe quelque chose. Bon. Mais c'est spectaculaire. Mais en fait, souvent, les événements historiques, ils sont beaucoup plus subtils, et tous les historiens l'ont montré, les grands historiens l'ont montré. Et moi, par exemple, l'étude britannique qui montre qu'il y a 40 000 patients de moins que ce qu'on aurait attendu au début des années 2000 que par rapport à ce qu'il y avait avant l'an 2000. Il y a 40 000 patients là qui n'ont pas été guéris, mais en tout cas qui n'ont pas développé un syndrome démentiel, alors qu'on se serait attendu qu'ils le fassent. Donc ça veut dire que la prévention, ça fonctionne, la prévention populationnelle notamment, ça fonctionne. Et donc, je trouve que c'est peut-être juste la seule chose finalement que je veux dire, c'est gardons à l'esprit ce Fabrice Del-Dongo et de la Chartreuse à Waterloo, c'est que les éléments, il se trouve qu'il a le même prénom que moi, donc ça ajoute un peu de sel à l'affaire, mais simplement, gardons à l'esprit que les événements historiques importants, souvent, ils sont sur un temps long, ils ne sont pas spectaculaires. Et donc là, voilà, c'est ce point-là, plutôt de l'ordre de la philosophie de l'histoire que de la philosophie des sciences, que je voulais souligner pour finir. Merci. Je redonne la main à Philippe, parce qu'il y a des questions en instance. Ce qu'il y a en tous les cas aussi derrière, et je terminerai sur ce point, c'est la difficulté de réguler au niveau international. On est dans un contexte où ça pose vraiment cette question. On l'a vu aussi avec la pandémie, avec un certain nombre de produits qu'on a évoqués. On l'a vu aussi dans le domaine du sida. Donc voilà, je trouve qu'on a installé beaucoup de choses intéressantes. Je dis d'avance pour les personnes qui vont rejoindre le match de foot qu'il y aura un numéro 2. On peut vous annoncer déjà un numéro 2 et peut-être un numéro 3. Je redonne la parole à Philippe. Merci Emmanuel. Juste une toute petite question, parce qu'on a répondu à peu près à toutes les questions auxquelles on pouvait répondre. Peut-être David ou Audrey, c'est l'indication. Quelle est l'indication précise qui a été retenue par la FDA? Il me semblait que c'était mild cognitive impairment, sur atteinte légère d'un syndrome cognitif sous réserve des marqueurs Alzheimer, c'est-à-dire la charge amyloïde, ou Alzheimer précoce. Vous avez des précisions là-dessus? Audrey? Si tu arrives à mettre ton micro, si tu dois te reconnecter, sinon David, s'il est dispo. Oui, à ma connaissance, effectivement, l'indication reste sur les troubles cognitifs légers, parlons en français, et les troubles cognitifs majeurs débutants. On ne parle plus vraiment de démence, à juste titre, je pense. Et donc, Audrey, tu pourras peut-être préciser ces éléments. À ma connaissance, c'est Alzheimer, sans précision. Voilà, en fait, c'est justement pour ça que je pense qu'il y aura, et en tout cas à mon avis en Europe, un effet d'entonnoir sur cet aspect-là, avec des critères sur l'aspect de stade de la maladie et sur l'aspect de biomarqueurs pour définir l'existence des lésions intracérébrales. À mon avis, l'Europe, si elle y va, suivra plutôt la population d'engage et émerge, donc plutôt des formes précoces de la pathologie qui ont les lésions en intracérébrales validées par des biomarqueurs. C'est-à-dire qu'on voit mal en quoi un traitement quand même en intraveineux puisse être prescrit sans être sûr qu'il y a des lésions amyloïdes au niveau cérébral. Enfin, là, c'est sûr qu'à mon avis, en Europe, il y aura forcément l'aspect biomarqueur et l'orientation sur les formes précoces de la pathologie. Merci Audrey. Je crois qu'on n'a certainement pas épuisé le fond du sujet. Je crois que ce qui était important, on a voulu monter cette petite réunion rapidement, toujours dans l'intérêt de la discussion. C'est-à-dire que c'est une question nouvelle, c'est un sujet brûlant. Il y a un certain nombre d'événements qui sont intervenus, qui ont été présentés par Fabrice, par David, par Audrey. Il y a des perceptions qui ont été présentées par Catherine. Et ce que j'ai voulu vous donner dans le petit résumé, c'est un peu une vision sur les points marquants, un peu objectifs de la discussion à l'Agence du médicament américaine, ce qui montre qu'il y a un débat qui est riche. On n'a pas répondu à la question, mais ce que l'on peut dire,
c'est que l'on en parle, que l'on parle de la maladie d'Alzheimer, qu'on en parle dans un contexte qui n'est pas le contexte qu'on a habituel, mais le contexte d'un traitement, ce qui est une chose réellement nouvelle actuellement. Alors maintenant, quels seront l'avenir et comment tout cela va se passer, ben, nous le verrons prochainement. Emmanuel le proposait, on peut tout à fait réorganiser une nouvelle réunion. On pourra peut-être la faire au moment où l'Agence européenne du médicament donnera sa réponse. Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas du tout quelle va être cette réponse, mais ça pourrait peut-être être ce moment-là. Pour le dire, il est 19h54. Je pense que le match de foot ne va pas tarder à commencer après les infos. Vraiment, je vous remercie à tous. Je remercie. Je voulais me permettre, Philippe, juste d'ajouter un point pour les gens qui ne participent pas à nos discussions, mais que ce soit au niveau de la Fondation Alzheimer, que ce soit au niveau de Distals, ou même de ce qu'on a développé à l'Espace Éthique ou à Politis. Je pense qu'on discute, on échange, on s'enrichit réciproquement. Et je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de ces temps-là d'échange, où chacun a un point de vue. On voit, et c'est toujours impressionnant, comment, lorsqu'on argumente, non pas on se retrouve dans un consensus, mais on se comprend mieux, on voit les enjeux apparaître. C'est pour ça que je trouve que ça serait intéressant de suivre l'évolution de cette situation. Et puis ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, il y a Fabrice évidemment qui est un philosophe de terrain, donc c'est un philosophe, je l'ai dit, engagé très très concrètement. Mais nos cliniciens aussi sont des philosophes. Je suis impressionné par l'intervention d'Audrey et de David. Je ne parle pas de Philippe, qui pourrait être docteur honoris causa de philosophie, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit que dans votre pratique, vous intégrez cette dimension de réflexivité. Puis termine, et je laisse la parole vraiment à Philippe pour conclure, mais je trouve que Catherine Olivet nous apporte toujours la touche essentielle. Et c'est vrai, et c'est important pour les personnes malades, des personnes qui sont concernées, on est tous concernés par ces questions, d'avoir une interlocutrice comme Catherine. Et je vais vous faire une confidence, je suis sûr que Catherine ne va pas regarder le match de foot, peut-être qu'elle laissera la radio ouverte, parce que dès lors qu'on aura raccroché, elle va avoir sa permanence téléphonique d'Alzheimer 93. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est comment aussi, au quotidien, il faut apporter non pas de l'espoir, mais aussi de la présence à des personnes qui sont effectivement dans le doute. Donc c'est important d'avoir ces rencontres, mais à un moment donné, je dis, il faut aussi qu'on soutienne nos chercheurs, nos cliniciens, pour que demain, quand ils vont rencontrer les personnes, ils aient envie d'avoir du punch et envie de donner de l'espoir. Voilà, c'est des éléments un petit peu subreptices, mais je pense qu'on a besoin de cliniciens rayonnants comme vous l'êtes. Merci de nous avoir aussi apporté cette présence par rapport à ces questions. Donc on sait qu'on va se rencontrer très rapidement. On n'attendra pas l'université d'été fin septembre pour un deuxième épisode. Philippe, la parole de la je ne peux plus rien dire après ce que tu as dit. Tout a été dit. Je voudrais juste remercier Audrey, Catherine, David, bien sûr toi Emmanuel, et puis Fabrice. Je ne savais pas qu'il était la réincarnation de Fabrice Del Dongo. Il m'avait caché ça depuis des années. Donc merci à tous pour votre participation. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées. J'espère que ça vous a informé, au moins dans un premier temps. Au moins, l'important, c'est de se poser des questions, puis après, on peut peut-être penser à avoir des réponses, mais il faut d'abord se poser les bonnes questions. Et merci à Marion et à Magali qui nous ont apporté. Et bien sûr, merci à Marion et à Magali qui sont derrière toute cette organisation et ce timing toujours aussi précis. Merci à toutes les deux. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous.